Tristan Banon, donc c'est une femme qui, il y a une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus, avait participé à une émission chez Thierry Ardisson, et elle avait raconté, avant l'affaire DSK, qu'elle avait subi une agression sexuelle, une tentative de viol par cette même personne. Et puis ça avait fait marrer un peu tout le monde sur le plateau. Puis on était passé à autre chose. C'est dire à quel point les gens n'étaient, en particulier les hommes, n'étaient mais absolument pas concernés par ces questions-là, qui sont contre-fichées, éperdument. C'est grave, évidemment. Et puis une fois qu'il y a eu l'affaire DSK, cette interview est ressortie. Vous savez que voilà, il y a eu cette grande théorie du complot qui est sortie en disant c'est les ennemis de la gauche qui veulent faire tomber DSK, blablabla. Bon, on connaît ça par cœur. Quand on accuse un agresseur sexuel de gauche, on dit qu'on est l'extrême droite. Quand on accuse un agresseur sexuel de droite, on nous dit qu'on est un gauchiste. Si on accuse un agresseur sexuel qui est un blanc, c'est du racisme anti-blanc. S'il est immigré, c'est du racisme. Bon, on s'en sort pas, quoi. Il y a un moment donné où on dénonce les violences masculines, point barre, quoi. Mais bon, bah voilà, il s'en était sorti comme ça, à l'époque, sauf que, bah du coup, était sortie cette interview, ressortie cette interview, et là, d'un seul coup, tout le monde s'était dit, ah bah mince, c'est vrai qu'il y avait Tristan Banon qui avait déjà parlé de son comportement très problématique. Et donc voilà, Tristan Banon avait fait partie des personnes qui ont eu le courage de témoigner contre DSK bien avant le mouvement MeToo, très 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 largement avant, bien avant du coup qu'on ait appris le viol de Nafissatou Diallo par DSK. Et elle a ensuite sorti un ouvrage, Tristan Banon, qui s'appelle La paix des sexes, un ouvrage qui est sorti il y a 1 an et demi à peu près, ah bah c'est écrit là, 27 octobre 2021, vous c'est 1 an et demi, que j'avais lu, qui est un ouvrage très court, qui est un condensé des théories masculinistes antiféministes, qui est vraiment un condensé de tous les discours victimaires habituels, de tous les discours antiféministes classiques, quoi. Donc Tristan Banon, qui est quand même survivante d'une agression sexuelle, vraiment tout mon respect et tout notre respect, je pense qu'on s'accorde tous pour dire qu'il a fallu un immense courage pour parler à la télévision de ce qu'elle avait subi, mais elle prend le parti pris un peu opposé après de sortir un ouvrage qui pour le coup est un ouvrage profondément antiféministe, et j'aimerais qu'on parle de ça. Pourquoi ? Parce que il y a des personnes qui ont lu cet ouvrage, qui n'avaient pas vraiment de connaissance du féminisme, et qui se font une idée de ce que c'est que le féminisme à travers l'ouvrage de Tristan Banon. Et c'est le cas d'un vidéaste qui a l'air tout à fait sympathique, il est hors de question de se moquer, il est hors de question de quoi que ce soit, Gontran H, qui parle justement de la paix des sexes, j'ai découvert cette vidéo aujourd'hui. Et qui du coup construit son imaginaire de ce que sont les luttes féministes à travers de cet ouvrage. Et on va l'écouter en parler, c'est très intéressant. Et on va essayer de corriger les points sur lesquels je pense qu'il est vraiment nécessaire qu'on corrige. Je vais vous lire le résumé de la paix des sexes, vous allez voir, c'est pas joyeux. Je suis une femme, je ne suis pas une victime, je l'ai été, ces choses-là passent. Libre à Tristan Banon de se définir exactement comme elle le souhaite. Elle a le droit de dire « je ne veux plus qu'on me voit comme une victime ». Elle a tout à fait le droit. Elle a été victime de DSK. Elle a le droit de dire « j'aimerais qu'on parle de ça au passé, qu'on ne me dise plus qu'aujourd'hui je suis une victime ». Là-dessus, moi, je n'ai rien à dire. Quand le statut de victime tend à devenir une valeur ajoutée, et là déjà, salut, elle est pas drôle, et là déjà, il y a un problème. Le statut de victime qui tend à devenir une valeur ajoutée, vous savez, c'est l'argument masculiniste classique de dire « aujourd'hui, tout le monde se victimise, aujourd'hui tout le monde fait part de sa petite discrimination pour faire son intéressant sur les réseaux sociaux. » Là, c'est pas précisément ce qui est décrit. Ce qui est décrit, c'est le statut de victime tend à devenir une valeur ajoutée. En fait, c'est quand même assez dangereux de dire une chose pareille, parce que quelle personne prétend avoir été victime de violences masculines aurait une valeur ajoutée à ça ? Quelle femme aurait eu, je sais pas, une avancée dans sa carrière suite à ça ? Quelle femme aurait gagné de la notoriété suite à ça ? Ça détruit des vies. Dénoncer un agresseur détruit des vies. Donc quand le statut de victime devient également un anoblissement que certaines veulent acquérir à tout prix, comme on cherche à atteindre un statut social, vous vous rendez compte les mots, hein ? C'est Tristan Banon qui a écrit ça, hein, que certaines femmes voudraient acquérir à tout prix un statut social de victime. Je pense au contraire qu'héroïser la victime, plutôt que vouloir la respecter, c'est tuer la guerrière, assassiner la créatrice, valoriser la soumise, poser un interdit sur le fait que la femme soit l'égale de l'homme. Il y a plein de problèmes parce que personne ne dit que, en dénonçant les agresseurs sexuels, ça veut dire que les hommes sont supérieurs aux femmes, pas du tout. Travailler sur l'égalité, c'est aussi travailler contre les violences masculines. Et valoriser la soumise. Mais en fait, quel est le rapport entre être victime et être soumise ? Quel est le rapport ? C'est inquiétant, hein, comme résumé. Donc voilà, moi j'ai lu ça il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dû lire ça il y a 6 mois. Je m'attendais pas à lire ça. Quand j'ai lu La paix des sexes, Tristan Banon, j'ai acheté un peu naïvement, en me disant, super, encore un livre féministe que j'ai pas lu, je suis tombé très haut. Alors, je vous en avais pas parlé de cet ouvrage, et on va pas en parler d'ailleurs. Hein. Salut!
le Davidou. Parce que le but n'est pas du tout d'en mettre plein la tronche à Tristan Banon, évidemment, eu égard à son passé, au courage qu'elle a eu pour le dénoncer. Ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qui se passe quand un homme découvre son ouvrage, Salut Hush, tombe sur ce genre de choses, et comment ça va construire sa pensée. Je ne dis pas que les femmes ne rencontrent pas encore aujourd'hui bien des maux qu'il faut vouloir guérir, je dis que les inscrire dans une guerre des sexes perpétuelle en appelant à la rescousse le passé d'une société au sexisme systémique clairement établi ne convient pas. On ne sait pas ce qu'elle sous-entend là, on ne sait pas si elle sous-entend que dans sa tête, ça signifie qu'on n'est plus dans une société sexiste systémique. Elle ne le dit pas, donc on ne peut pas lui faire dire. Il y a quand même un doute par rapport à ça. Et on a des arguments à faire valoir pour expliquer que si, il y a un sexisme systémique, on analyse la société par différentes couches, la violence masculine, les inégalités salariales, les inégalités de salaire, etc. Et on s'aperçoit bien que c'est systématiquement en défaveur des femmes. D'où l'appellation qui est une grille de lecture patriarcat. C'est une grille de lecture. Personne ne dit que le patriarcat a une existence aussi propre, aussi réelle que la gravité, que l'herbe sur laquelle on marche. Mais on dit que c'est une grille de lecture qui nous permet de mieux comprendre pourquoi les femmes sont systématiquement dans une forme d'inégalité par rapport aux hommes. Et cette grille de lecture fonctionne. C'est-à-dire que cette grille de lecture, elle est acceptée en sociologie, elle est acceptée en anthropologie. Donc voilà ce qu'on dit. Et c'est pour ça que le patriarcat, effectivement, quand on parle de violence, de sexisme systémique, a priori n'est pas trop discutable, mais elle semble le remettre en question. Et quant à la guerre des sexes perpétuelle, et là je rejoins tout de suite le message d'Ispapa, quand on parle de guerre des sexes perpétuelle, en fait c'est une sorte quasiment de Darvo, fait par une victime, parce qu'elle est victime de DSK, cette femme, où on va faire croire que c'est les femmes qui feraient la guerre. Salut Trooper, sois le haut la bienvenue. Comme si c'était les femmes qui faisaient la guerre aux hommes. Mais les personnes dans la société qui violent les autres, c'est les hommes qui violent les femmes. Les personnes qui ont fait travailler les femmes gratuitement pendant des années à leur service, ce sont les hommes. Donc si guerre des sexes devait exister, la guerre des sexes, elle est produite par les hommes, certainement pas par les femmes. Oui, évidemment, je suis désolé de lire ça, elle est pas drôle, et en même temps, de la même façon que toi, chacun vit comme elle peut son traumatisme. C'est pour ça que je disais, le but n'est pas du tout de critiquer l'ouvrage, et d'ailleurs je ne l'ai pas fait, j'ai pas fait de vidéo dessus quand je l'avais lu. La guerre des genres est un tango funeste, donc ça devient la guerre des genres, je ne sais pas pourquoi, qui conduira à sa perte notre égalité lumineuse. Et là, ce qui est sous-entendu, c'est qu'on a une égalité et que cette guerre pourrait la faire perdre, comme si les femmes avaient acquis l'égalité. Ces propos-là, voilà, qu'elle les écrive, elle a le droit de les écrire, mais quand ça tombe dans les mains d'un homme qui connaît mal le courant féministe, vous allez voir que ça donne des errements dans leur pensée. Apprendre à s'unir plutôt qu'à se désunir, mais ce ne sont pas les femmes qui ne veulent pas s'unir aux hommes, ce sont les hommes qui ne veulent pas lâcher toute une série de privilèges dont on a déjà parlé. Ce sont les hommes qui refusent de travailler sur ce qu'on appelle la masculinité toxique, sur ce qu'on appelle la virilité. Donc c'est pas les femmes à qui il faudrait dire apprendre à s'unir plutôt qu'à se désunir. Il faut s'adresser aux hommes, Tristan, idéalement. Avancer dans le même sens, ne fût-ce que par instinct de survie, c'est notre seule issue face au combat qu'il nous reste à mener. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On est sur les théories de la non-violence qui existent, que j'ai lues, que je comprends, que je partage en partie, que je ne partage pas pour d'autres parties. Il y a un moment donné où, à force de demander des droits gentiment, quand les droits ne sont pas obtenus, il faut aller au front. Et on a besoin des mouvements féministes aujourd'hui, même si ça ne lui plaît pas. Désormais que les lois de l'égalité existent, voilà, on a la même maraude. Hein. Les lois, c'est un fait, hein, mais les lois ne sont pas appliquées. C'est à nous tous de réfléchir aux moyens de les faire appliquer. Ça, c'est vrai. C'est à nous tous de nous éduquer. Alors, la phrase, en l'occurrence, elle est intéressante. Moi, je pense que la charge de l'éducation à l'antisexisme, elle est plutôt à mettre sur les épaules des hommes. Les femmes, elles en font assez comme ça. Elles se battent quotidiennement, justement, pour lutter contre toutes les inégalités qui existent. Maintenant, nous, les hommes, on a toutes les informations nécessaires sous les yeux pour aller comprendre un petit peu ces pensées-là, pour savoir comment travailler sur nos comportements, sur nos réflexes. Donc maintenant, c'est à nous de faire le travail, quoi. C'est bon, hein, on est capable d'aller chercher nous-mêmes des bouquins et d'éduquer les autres. Bien des batailles féministes restent à mener, s'aliéner la moitié de l'humanité pour y parvenir est une hérésie, mais en fait voilà, c'est pas les femmes qui s'aliènent la moitié de l'humanité. Donc ça c'est juste le résumé. Alors imaginez, je crois que ça fait une centaine de pages dans mes souvenirs, je lis ça très vite. Bon, et il se trouve que ce vidéaste, donc Gontran H, qui a l'air vraiment très sympathique, et mon but n'est pas du tout, comprenez, là, il est pas question pour moi de lui rentrer dedans comme je rentre dedans dans un mec d'extrême droite qui a 300 000 abonnés, etc. Il n'est pas question que je rentre frontalement dans Gontran H. Simplement que j'échange avec lui et du coup avec sa communauté. Vous savez qu'il appartient, ou en tout cas qu'il a été affilié pendant un temps aux communautés sceptiques, zététiques. Donc il a une communauté qui sait entendre un argumentaire. Et donc là je vais tenter de produire un argumentaire pour cette communauté. Et puis peut-être pour Gontran, si jamais un jour il veut en parler sur la chaîne, il est le bienvenu.
Et effectivement, on pourrait faire une forme de révolution masculine, mais anti-masculiniste, du coup. Quelque part, une révolution contre la virilité. Et donc voilà, on va écouter ce qu'il a à dire. Au départ, il fait une petite introduction d'1 minute. J'ai augmenté à 1,5 parce que Gontran il parle lentement, puis la vidéo fait 26 minutes, donc nous on en a pour une bonne heure. Et c'est quand même assez long. Donc voilà ce que Gontran nous explique une fois qu'il a lu, du coup, La paix des sexes de Tristan Banon. Qu'il n'était piètre faiseur d'albums. Enfin, j'ai osé prétendre qu'il fallait coûte que coûte défendre la liberté d'expression, ce qui me vaudra le polonium. Excellent pour ma monétisation, vous en conviendrez. Je vais vous parler du féminisme. Très intéressant parce que, en fait, sans le savoir, il est de bonne foi à mon avis, en fait il va pas parler du féminisme. Il va parler d'un ouvrage qui au contraire reprend des théories antiféministes, mais c'est difficile de le savoir. C'est compliqué, vous achetez un ouvrage de Tristan Banon, si vous savez de qui il s'agit, qui s'appelle La paix des sexes, donc il va parler des rapports entre les femmes et les hommes, pourriez vous dire, ah bah j'ai dans les mains un ouvrage qui résume une partie de la pensée féministe aujourd'hui. Et donc, on peut pas lui en vouloir fondamentalement. On peut éventuellement se dire, bon bah il aurait pu éventuellement juste demander à une féministe s'il y avait d'autres lectures pour contrebalancer, etc. Et ce qui est intéressant du coup, c'est ce qu'il en a compris, c'est ce qu'il en déduit. Allons-y. Alors je ne vous apprends rien, j'écris mes textes, ensuite je les apprends, je les filme, je les monte et je vous les présente notamment sur YouTube. J'écris mes textes mais de façon inédite en ayant lu le livre de Tristan Banon, La paix des sexes. J'ai remis plusieurs fois l'ouvrage sur le métier. Plus de 3 semaines depuis la dernière vidéo. C'est dire comme j'ai remis plusieurs fois l'ouvrage sur le métier. Bon, j'ai été employé petitement sur un tournage prometteur aussi. Mais tout de même, le temps passe et il passe vite. 3 semaines sans production sur cette plateforme, c'est un peu aller droit dans le mur du désamour. Et puis, autant pour parler de Dieu ou de la figure paternelle, de la pornographie, de ceux qui ont raté leur vie, des prix Goncourt ou même de mon patron, qui est pourtant encore bien plus con qu'il en a l'air, autant pour tous ces sujets donc je suis plutôt détendu de la vésicule biliaire, autant pour aborder celui du féminisme, j'ai tendance à tergiverser, à ne pas savoir par quel biais prendre la bête, et pire, si j'existerai encore demain en tant que youtubeur, ou si je vais me prendre tout ce que le monde compte de bien-pensant sur la gueule. Alors, étant donné qu'il travaille dans des milieux dans lesquels les personnes qui suivent ces vidéos-là sont plutôt de gauche, il a cette crainte de perdre une grande partie de son public en parlant du féminisme. La réalité, nous on la connaît, c'est que si vous parlez des courants antiféministes, si vous vous positionnez sur les réseaux sociaux comme étant antiféministes, vous avez immensément plus de succès que si vous vous positionnez comme allié. Beaucoup plus de succès. Donc non, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir par rapport à ça, mais on peut comprendre qu'il ne veuille pas choquer le public qu'il a. Bon voilà, ça reste une panique qui n'en est pas une. S'il a quelque chose d'intéressant à dire sur un sujet, qu'il en parle, quel que soit le sujet. Moi, si j'ai quelque chose si un jour je dois vous présenter un ouvrage vraiment intéressant contre le féminisme, mais qui présente des bons arguments parce qu'ils me convainquent, je le ferai, et puis on sera en désaccord, et on en parlera, et j'expliquerai pour moi, moi les arguments me convainquent ou non, et puis on en parlera. Je pense pas que ça existera, parce que je ne crois vraiment pas que ce en quoi je crois soit fondamentalement faux. On sait jamais. Parce que je veux bien, moi, plus soyez comme pas deux au propos des féministes de tous bords et baisser la tête en signe de soumission. Mais donc, là, c'est dit sur le ton de l'humour, d'accord, j'ai écouté la vidéo en entier pour pas faire de contresens. Mais même si c'est dit sur le ton de l'humour, l'idée d'être soumis, en fait, on est quand même tout un nombre d'hommes aujourd'hui, de plus en plus, non pas à être soumis au test féministe, mais en fait à y voir un intérêt à la fois pour la société et à la fois pour nous-mêmes. Parce que la virilité est aussi un problème pour les hommes, pour toute une série de raisons. Parce que les premières victimes dans la société des agressions physiques, par exemple, ce sont les hommes. Et la virilité nous pose problème. Mais dans tellement de domaines, dans les principes de la virilité, on a la compétition. La compétition, c'est fatigant. Être en compétition permanente, c'est fatigant. Devoir voir si telle vidéo a fait plus de vues que tel vidéaste, voir qu'au travail on produit plus que l'année dernière, plus que quelqu'un. Et tout ça, c'est des choses dont on a fini par prendre conscience. Donc c'est dit avec humour, avec légèreté, donc il n'y a pas de souci. Salut Zizou, merci beaucoup pour ce gentil message. Mais donc non, c'est pas une question de soumission, pas du tout. C'est vraiment une question d'intérêt sincère en tout cas de ma part. Et j'ai réalisé que ma vie elle était quand même un peu plus belle depuis, pour pas mal de raisons. Entre autres parce que ça m'a permis de comprendre plein de choses, de fonctionnement et de dysfonctionnement dans les relations que je peux avoir avec les femmes, évidemment. Le féminisme travaille beaucoup sur la question des rapports entre les femmes et les hommes. Et j'ai l'impression, du coup, de faire attention quand j'ai des étudiantes qui prennent la parole, de faire attention à leur donner plus de place pour qu'elles s'expriment parce qu'on ne leur en laisse jamais assez, de ne pas les couper, etc. Ça m'a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses dans mes rapports aux femmes, à mes patientes aussi, à mes amis, bien évidemment. Et donc voilà, c'est pas de la soumission, c'est un profond intérêt. Mais je n'y arrive pas, désolé. Ce doit être les réminiscences de quand mes ancêtres étaient du genre patriarcal et du sexe fort. Je vois pas d'autre explication non plus. Bon, sérieusement, mais je vous promets qu'on va rigoler quand même, c'est encore un risque que je prends en évoquant le féminisme. En 2022, on peut enculer du chrétien, reconduire du musulman à la frontière, rarement l'inverse, aider du migrant à se noyer, jeter du plastique à la mer, voter pour du néo-nazi en louant ses analyses politiques pour décérébrer, manger du chômeur à tous les repas et dire que Poutine est un brave gars, fort en sport et tout ça, ça passe crème. On met ça sur le compte de l'humour.
Donc là, il est dans, à mon avis, dans une forme de bulle. Une bulle à gauche, où effectivement, quand vous abordez ces thèmes-là, on vous rentre un peu dedans, quoi. Si vous dites que vous êtes de gauche et que vous soutenez l'impérialisme russe, si vous dites que vous êtes de gauche et que vous soutenez les déportations des musulmans, etc. Déportations, pardon, le mot est beaucoup trop fort. Mais les remigrations, comme on les appelle aujourd'hui, effectivement. Mais il y a quand même un courant de pensée qui est presque majoritaire qui défend ces idées-là. Donc non, en fait, on peut parler de ces sujets-là sur YouTube, c'est juste que s'il parle de ces sujets-là, il va faire évoluer les personnes qui le suivent, tout simplement. Depuis que j'ai décidé de travailler principalement sur les propos des hommes de droite et d'extrême droite, j'ai attiré dans ma chaîne des spectateurs de gauche et d'extrême gauche. Et donc voilà, c'est juste que son public allait évoluer. Et pour lui, on peut parler de ces sujets-là pour lui sans grande conséquence. Ah bah non, mais du coup, je viens de prendre son argument à l'inverse. Excusez-moi, tout ce que je viens de dire est caduc. Mais on peut pas parler du féminisme. L'humour, de Zemmour ou de l'humeur. On présente vite fait ses excuses et basta. Mais en tant qu'homme blanc, cisgenre, de plus de 40 ans et résolument hétéro, je n'ai donc aux yeux des plus rigides aucune légitimité pour parler des grands... Et ça, je suis pas d'accord. C'est pas parce que c'est un homme blanc cis hétéro qu'il n'est pas légitime de donner son avis sur le féminisme, à condition de donner un avis éclairé, à condition de se poser des questions et de ne pas donner son avis simplement pour dire voilà comment moi je juge en tant qu'homme ce qu'est le féminisme, mais pour se dire voilà ce que le féminisme pourrait m'apporter. Moi, ça me paraît absolument pas choquant qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à la question féministe et qui en parlent, et qui viennent en parler en disant bah voilà, moi j'ai compris telle ou telle chose grâce au courant féministe. Et le problème, c'est que c'est difficile de savoir où aller chercher. Et donc, pour les personnes qui suivraient la chaîne de Gontran, qui l'apprécieraient, et qui se diraient, bah oui, mais enfin, en même temps, il y en a tellement des livres, qu'est-ce qu'on peut lire? J'ai fait juste une toute petite sélection ici, que je peux recommander, à savoir L'ennemi principal de Christine Delphi, ça c'est un pavé, d'accord? C'est un pavé, c'est écrit en plus de ça par une chercheuse du CNRS, donc le style est quand même assez soutenu, mais c'est remarquable. Vous avez Rêver l'obscur de Starhawk, qui est vraiment un ouvrage qui m'a marqué, dont le sous-titre est Femmes, magie et politique, c'est un ouvrage un peu cher également. Celui-ci, bon, il est un peu radical, mais il est tellement important. C'est un Dworkin, Les droits civils, Un nouveau jour pour l'égalité des femmes. Et de façon un peu plus contemporaine, dans les courants féministes beaucoup moins radicaux, un petit peu plus libéraux, vous avez Un corps à soi de Camille Froidevaux. Et dans des courants féministes un petit peu plus neutres, vous avez bien sûr Le coup de la virilité de Lucille Peytavin qui explique bien pourquoi on parle de virilité et de toxicité. Et en complément, je recommande Déviriliser le monde de Céline Picq. Ça fait 6 ouvrages. Pour les personnes qui s'intéresseraient vraiment à ce que c'est que le féminisme, là on va du féminisme de la seconde vague en France, à l'ultra-radicalité américaine, à un mélange de féminisme et d'écoféminisme avec un peu de féminisme libéral et un peu de féminisme radical. Et donc là, vous avez un portrait, je trouve, avec ces 6 ouvrages, déjà un peu plus complet de ce qu'est le féminisme. Et là, si vous lisez ça, soyez libre de prendre la parole et de créer des vidéos sur Internet où vous allez dire « Ah bah j'ai lu des livres féministes », ça c'est une très bonne démarche parce que ça permet de les mettre en avant, de mettre le travail de femmes en avant, et de dire il y a des choses intéressantes là-dedans que j'ai comprises, qui m'intéressent, que je pense qu'on peut appliquer. Christine Delphi, elle a écrit un truc en 71 qui est toujours applicable en 2023, ça prouve qu'on n'a pas beaucoup avancé, qui pourrait tout à fait parler de ce genre de choses. En sujet de société de façon politique ou philosophique, dont le féminisme évidemment. Et par extension l'amour, la séduction, l'avortement, les règles menstruelles, le tennis féminin, les LGBTQIP2SA, là... Après, il mélange un peu, il mélange effectivement les luttes féministes avec les luttes LGBT, c'est vrai qu'elles se croisent, elles sont en intersection parfois les unes avec les autres, elles ont en commun par exemple la dénonciation de la violence des hommes, etc. Mais pour le coup, du coup, il y a un mélange, du coup, Gontran, c'est pas la même chose. Les luttes féministes s'articulent parfois avec les courants LGBT, et puis parfois pas du tout, parfois ce sont des courants qui s'attaquent à des sujets qui sont complètement différents les uns des autres. Et même le voile islamique, l'islam tout court, les vacances all-in en Tunisie, l'éducation des enfants, l'horoscope chinois, et c'est à peine si je peux encore donner mon avis sur le clavier AZERTY, la couleur d'une voiture, ou ma position préférée pour dormir. Oui, pour dormir. Du coup, le problème quand on aborde ces sujets-là, étant donné qu'il est souvent dans l'ironie et dans l'humour, c'est que on sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, vous voyez ce qu'il vient de dire, quand il dit, du coup, je peux pas trop donner mon avis, par exemple, sur les règles, etc. Oui, là, pour le coup, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, je vois pas très bien ce qu'on a à dire. Nous, sur les règles, pareil sur l'IVG, je vois pas ce que les hommes ont à dire sur l'IVG. Il y a l'état de la science qui nous dit le fœtus et l'embryon n'ont pas de conscience à partir de temps, donc on peut pratiquer un IVG sans que ce soit vu aux yeux de la loi comme étant un crime. Du coup, l'IVG est légalisé, c'est parfaitement normal, je vois pas ce que nous, les hommes, on aurait à rajouter à ça. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué quand il utilise ce ton-là sur ce genre de sujet, donc je vais éviter de réagir à chacun de ce type de propos, on va laisser passer, mais voilà, c'est assez difficile de comprendre où il veut en venir. Dès lors, comme je suis inconscient comme n'importe quel débutant, comptant sur la chance du même nom, je vais tout de même vous en parler, et voilà. Après tout, trêve de précaution,
Ça fait quelques minutes que je m'excuse de ce que je n'ai même pas encore fait, ça suffit. En plus, si ça se trouve, je vais rester calme. On n'est pas à l'abri d'un tel comportement. Oh et puis zut, qu'on en dise ce qu'on veut, ça ne devrait pas m'empêcher de dormir. Au besoin, je relirai Mohamed M. Bougarsar. Allons dès lors droit au but, et il est temps. Tristan Banon, l'auteur, sans E, de ce livre, n'est certes pas de ces êtres humains qui pêchent. Du coup, bon, ça c'est une petite provocation de dire l'auteur sans E de ce livre. Je trouve que c'est une provocation. Maintenant, le mot autrice, on l'utilise depuis un moment. Gontran, ça fait un peu conservateur, quoi. Autrice, aucun problème. Sauf si Tristan Banon a dit dans l'interview, je veux pas qu'on m'appelle autrice, je veux qu'on m'appelle auteur. Dans ce cas-là, je comprendrais. Par le biais de confirmation. Au contraire, et nous le verrons. Par ailleurs, le chemin qu'elle a parcouru mérite qu'on le souligne. On devrait même l'enseigner dans les écoles, tant il est fait de prise de conscience, de réflexion, de force, mais aussi de pardon. Certains, et surtout certains, diront à contrario qu'elle est... C'est intéressant quand il dit « elle a quand même un parcours remarquable ». Oui, c'est bien de le reconnaître, merci de le reconnaître, Gontran, effectivement. Fait de pardon, par contre, faut pas que ce soit une valeur cardinale. En fait, une femme qui est victime d'un agresseur n'a pas à pardonner, c'est pas une obligation de pardonner, hein, certainement pas. C'est pas parce qu'elle va pardonner qu'elle ira mieux, il n'y a pas d'obligation à pardonner, il n'y a pas d'obligation à ne pas pardonner, il n'y a pas d'obligation tout court, il n'y a pas d'injonction à donner aux femmes, quoi, voilà. Bourges, qu'elle ne sait donc pas ce qu'est la souffrance, parce qu'il est bien connu que les victimes sont toutes de gauche, que son histoire n'a servi qu'à sa seule renommée, et qu'elle a trahi les siennes, c'est-à-dire les féministes. Alors, ça, c'est assez intéressant, parce que du coup, il comprend que cet ouvrage, il n'a pas été bien reçu dans les courants féministes, et il a raison, effectivement. Mais par contre, tous les trucs qu'il dit un petit peu sous le ton de l'humour, juste avant, encore une fois, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Du coup, on comprend mal ton positionnement par rapport à ces trucs-là, ça rend ton discours profondément ambigu, difficile à analyser. Donc c'est difficile du coup d'échanger du coup avec toi concrètement ces sujets-là. Si tu veux venir sur la chaîne pour en reparler, tu es évidemment le bienvenu, avec plaisir, parce que je sais que tu as des gens qui suivent ta chaîne et qui sont sensibles à l'argumentation, et je pense être capable d'argumenter. Mais tout ça, c'est pas vraiment l'argumentation que tu produis. Ça, c'est une sorte de petites attaques déguisées sous forme d'humour. Du coup, en fait, on sait pas trop ce qu'il faut retenir de ton discours, on sait pas trop ce que tu en penses. Et je pense que tu mériterais à être plus clair sur ce genre de propos, à dire, bah voilà, moi j'ai l'impression que aujourd'hui il y a une récupération politique des victimes. Voilà, tu peux le dire. Salut Papacino. Tu peux le dire, et puis bah, on pourra en discuter, parce que tu auras peut-être des exemples à me donner, peut-être que tu as raison, peut-être qu'il y a une récupération politique, parfois, des victimes. Je n'en sais rien, moi je pense que non, mais peut-être. Moi je pense que les gens de gauche protègent les agresseurs de gauche, que les gens de droite protègent les agresseurs de droite. Voilà, moi c'est ma pensée, peut-être que je me trompe. Mais du coup, ça mériterait d'être plus clair, pour qu'on comprenne plus ton propos, et que du coup on puisse te répondre avec un propos plus étayé. Tristan Banon a 42 ans jusqu'au 13 juin prochain et est née à Neuilly-sur-Seine. Déjà enfant, elle subit la violence physique d'une nourrice à qui sa politicienne de mère l'a laissée pendant qu'elle refaisait le monde ailleurs. Son père, un homme d'affaires, s'était déjà barré depuis qu'elle avait 8 mois. Alors adulte, elle devient romancière et... Alors tout ça, c'est pas un manque de pudeur de sa part, sachez-le, elle en parle dans son ouvrage, Tristan Banon, d'accord ? Donc voilà, c'est pas un manque de pudeur, il dévoile pas des faits qui sont privés, c'est un truc qu'elle a ressenti le besoin d'écrire, donc j'estime qu'il a tout à fait le droit de rappeler ces éléments-là. Journaliste, mais ce qui marque réellement le début de sa médiatisation, c'est la tentative de viol qu'elle subit de la part d'un certain Dominique Strauss-Kahn en 2003. Non, en réalité, ça ne la rend pas encore célèbre. Il faut attendre 2011 et qu'une fois encore, celui qui est pressenti pour devenir le prochain président de la France ne puisse tenir sa bite, qui là, croit-il, irrésistible. DSK tente cette année-là de s'enfuir. Et là, moi j'ai un reproche à faire très fort là-dessus, c'est que c'est toujours maladroit d'ironiser sur la violence sexuelle. Ou alors, si on veut faire une blague, par exemple, on écoute Ricky Gervais qui explique bien que si on veut faire une blague sur un sujet grave comme ça, on se trompe pas de cible. La blague, elle doit servir à humilier l'agresseur dans ce cas-là. La blague n'est pas censée dire casser sa pipe qu'il croyait je sais pas, indestructible. Évitons d'ironiser sur la violence conjugale si c'est pas simplement pour appuyer un propos très clair, appuyer un propos qui dénonce très clairement le viol. C'est vraiment le problème, les personnes qui disent on peut pas rire de tout, c'est pas qu'on peut pas rire de tout, simplement faites quand même vraiment attention à la cible de vos blagues. Si c'est pour reproduire de la pensée sexiste dans une blague, bah oui, la blague elle est profondément sexiste. Si votre objectif c'est d'aller au contraire complètement rabaisser l'agresseur, on peut l'entendre, on peut blaguer par rapport à ça. À titre personnel, je suis pas trop fan non plus de ce type d'humour. Ça c'est très personnel, hein, là chacun place sa morale où il le souhaite, mais du coup voilà, moi je suis pas trop fan de ce genre de petites remarques. Il est une soubrette, n'ayons pas peur des mots, ça se passe dans la suite 2806 du Sofitel à New York et ça laisse des traces, pas seulement sur les rideaux. Tristan Banon sort... Voilà, vous voyez, elle a été dans une chambre d'hôtel, ça laisse des traces pas que sur les rideaux. En fait, là, il y a une ironisation d'une agression sexuelle, d'un viol même. Et ça déplaît fortement. Ça déplaît à toutes les victimes présumées et toutes les victimes qui suivent tes vidéos, Gontran, qui pourraient se sentir choquées par rapport à ça. Et moi, ça me met profondément mal à l'aise. Qu'un homme compare ça à des tâches qui sont faites pas que sur les rideaux, non, en fait, il y a eu un viol, il y a une vie qui a été détruite. Et je pense que les victimes méritent beaucoup plus d'égards que de la blague ou de l'ironie. Je le pense très sincèrement.
alors du silence dans lequel elle s'était quelque peu réfugiée, ayant juste fait mention de sa mésaventure en 2006, mais sans nommer le bestiau. On lui reprochera assez avoir tardé à en parler. D'ailleurs, elle admet volontiers son erreur dans le bouquin dont je vous lirai la page 99 dans quelques minutes. En l'occurrence, il s'agira de la page 25 car ce livre est court. Alors, la phrase « Je suis pour que tous aient une défense impartiale, y compris les violeurs ». L'imbécile retient « Je suis pour les violeurs ». Bon, cette phrase, elle dit quoi? Cette phrase, elle dit que dans notre système, dans une démocratie qui est forte, la justice accorde le droit à n'importe qui de se défendre, y compris à un violeur. Et là-dessus, on est entièrement d'accord. Ce que Tristan Banon dit un peu dans son livre, Gontran revient un petit peu dessus, c'est que, d'après elle, la justice populaire a eu tendance à remplacer la justice. Ce qui est évidemment complètement faux. Les cas d'agresseurs présumés qui disparaissent de la vie publique, on n'en a quasiment pas. On n'en a quasiment pas. La justice populaire n'a malheureusement aucun poids. La justice populaire a tendance, au contraire, à défendre les agresseurs présumés, en large majorité. Et du coup, voilà, ça, elle le développe dans son livre, et ça tombe dans les mains de Gontran, et donc Gontran, il décrit ce qu'il lit dans le livre, et là-dessus, on peut pas lui reprocher à lui. Elle y indique dans ce bouquin très justement que la justice devrait dépenser son énergie à faire en sorte que les femmes puissent et osent porter plainte dès le moment où de la violence sexuelle ou non leur est infligée. C'est clair qu'elles ne le font pas systématiquement et c'est dommage. La justice a besoin de preuves. Alors, oui, non. Elles le font pas systématiquement. Il faut pas pousser une femme à porter plainte pour toute une série de raisons, parce que ça peut la mettre en danger, parce que c'est pas le bon moment, etc. Par contre, complètement d'accord avec lui quand il dit on met pas assez de moyens en jeu en France pour faciliter le dépôt de plainte pour viol. Là-dessus, c'est vrai, c'est pas tout à fait comme ça qu'il l'a verbalisé parce qu'il n'a pas les mêmes éléments de langage que nous, c'est pas grave. Mais là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, en France, on manque de tout. On manque de structures d'accueil, on manque de formation des policiers, même si, soi-disant, Marlène Schiappa a fait une formation des commissariats, on peine à voir les résultats. Les juges sont toujours autant débordés. C'est le moins qu'on puisse dire, donc ne peuvent pas traiter toutes les affaires de viol, d'agression sexuelle qu'ils ont. Et donc, ça finit par tomber dans les limbes, dans des limbes, et par être parfois prescrit. Ou classé sans suite parce qu'il manque de preuves et qu'il n'y a pas le temps de faire une enquête, etc. Et là-dessus, on peut le rejoindre sur cette partie-là, si c'est ça qu'il a voulu dire. Pour fonctionner. Tarder à porter plainte, c'est faire disparaître les preuves. Plus loin, Banon s'excuse du parallèle qu'elle fait, mais elle le fait quand même en disant qu'après tout, suite à un cambriolage, tout le monde ou presque s'en va porter plainte, et n'attend pas d'avoir racheté télé, ordinateur et tout le tout-team, ni d'avoir réparé la porte pour se rendre au commissariat. Tristan Banon reconnaît donc elle-même qu'elle a traîné à dénoncer cette tentative de viol par DSK, et elle encourage toutes les femmes, mais pas seulement, à porter plainte immédiatement. Même... Alors, bon, un peu maladroit du coup de sa part. Si elles ont le courage, si elles sont en sécurité, effectivement, et que c'est leur souhait, bah oui, autant porter plainte le plus vite possible. Quand vous allez aller à l'UMJ, à l'unité médico-judiciaire, il va y avoir une constatation d'éventuelles blessures, à condition qu'il n'y ait pas eu de douche et de toilette intime, etc. C'est très compliqué. Effectivement, la charge de la preuve est très très lourde, effectivement. Par rapport au procès Amber Heard, Didou, si tu as l'occasion, tu pourrais regarder La Fabrique du mensonge, qui est consacrée à cette affaire sur France 2, qui montre à quel point La Fabrique du mensonge a été, au contraire, en grand défaveur du coup d'Amber Heard, et a influé sur les décisions du jury, qui a pris probablement une des plus mauvaises décisions de l'histoire sur ce type d'affaires. Si ce n'est pas facile. Car elle dénonce aussi la présomption de véracité à opposer à la présomption d'innocence que la part des féministes la plus irréfléchie et la plus extrême tente d'imposer. Croire sur parole toutes les femmes qui se disent victimes de la lutte. Mais non, c'est pas être extrême que de dire il faut porter du crédit à un témoignage. C'est pas de l'extrémisme. Si on parle d'un point de vue purement statistique, pardon de rappeler encore toujours les mêmes chiffres dans mes vidéos, mais selon les études, entre 2 et 7% seulement de faux témoignages, ça veut dire que quand il y a un témoignage pour viol, dans 93 à 98% des cas, il est vrai. Et donc en fait, au nom de quoi devrait-on l'accueillir sans neutralité? Au nom de quoi devrait-on commencer à dire qu'il n'y aurait peut-être pas de véracité par rapport à ce témoignage-là? La question qu'Édouard Durand pose dans ses ouvrages est toujours la question la plus intéressante. Elle est de dire, quand on vient vous rapporter un fait criminel, et que vous hésitez à le dénoncer parce que vous vous dites peut-être que c'est faux, qui est-ce que vous protégez? Et donc il dit, qui est-ce que vous voulez protéger dans votre esprit? Une victime présumée ou un coupable présumé? Et ça c'est très intéressant, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Et c'est pour ça que moi je milite effectivement pour que dans 100% des cas, quelles que soient les circonstances, on accorde du crédit à la parole de la plaignante, systématiquement. Ah oui, effectivement, Didou, il y a eu une pression populaire qui a influé en faveur de Johnny Depp, effectivement. Lupinerie des hommes sans enquête ni preuve, c'est ouvrir la porte à tous les abus. Comme aux États-Unis, aucun homme n'osera plus se trouver en la seule compagnie d'une femme au risque de se voir accusé par les plus vénals d'actes qu'ils n'auront pas commis. Allez. Et donc là, on est du coup, Gontran, dans un truc qui moi me dérange, c'est ce mythe de la femme qui va vouloir porter plainte juste pour nuire à un homme et pour sa carrière. Parce que d'une part, en fait, ces exemples-là, on n'en a pas. On n'a pas de grands exemples de femmes qui ont inventé d'agression. Donc c'est un mythe. C'est vraiment un mythe qui a été développé par les masculinistes, qui est développé par certaines femmes comme Amélie Menu qui en parlent, etc.
Et donc les hommes qui auraient peur de se retrouver dans la même pièce qu'une femme, par peur d'être condamnés, c'est nécessairement qu'ils savent déjà qu'ils ont des comportements problématiques. Parce que typiquement, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie de prendre l'ascenseur avec une femme mais de me dire « Ouh là là, là je suis en danger, elle pourrait porter plainte contre moi ». Mais effectivement, si ce sont des hommes qui commettent des agressions sexuelles, ce qu'on appelle dans le langage populaire, et il faut supprimer ces expressions, ce que des personnes appellent des mains baladeuses. C'est de l'agression sexuelle, une main baladeuse. Qui ne s'étonne pas effectivement qu'ils se retrouvent avec des plaintes pour harcèlement sexuel. Mais les hommes qui n'agressent pas, qui n'ont jamais agressé, qui ne comptent jamais agresser dans leur vie, on ne risque rien. Et c'est la majorité des hommes. Les hommes qui se rendent coupables de viols chaque année en France, il y aurait entre 94 000 et 300 000 viols par an, ça fait 90 000 à 300 000 violeurs. C'est une minorité par rapport aux 35 millions d'hommes, une grande minorité. Donc la majorité des hommes, ne sont pas du tout concernés par ce que tu décris et n'ont absolument pas peur de prendre l'ascenseur avec une femme. D'accord? Et le mythe de la femme vénale aussi, ça aussi c'est un mythe. On sait qu'il y a un renversement dans l'hypergamie dans les couples, pas encore au niveau du salaire, mais dans tous les autres domaines, au niveau du statut socio-professionnel, etc. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plutôt une hypergamie masculine, que si on devait parler de vénalité, il faudrait quand même nuancer le propos. La même vénalité, s'il devait en exister une, d'après les chiffres de l'hypergamie, elle serait plutôt du côté des hommes. À l'époque de l'affaire Dutroux, j'ai connu au moins 6 femmes qui, à demi-mot et au tribunal, accusaient leur mari d'avoir des comportements ambigus dans le seul but d'obtenir la garde exclusive des enfants et de détruire jusqu'à la réputation de leur ex. Je sais pas de quoi il Tristan parle. Banon, du haut de son Je sais pas de quoi il parle, donc je peux pas réagir. Je sais pas de quelles affaires il parle, donc malheureusement je peux pas réagir à ça. Intelligence, et je vous jure que je le pense, prend aussi la précaution oratoire suivante. Certes, le monde est composé de salauds qui considèrent la femme comme l'actrice principale du film porno qu'ils ont dans leur tête de con, mais elle veut le crier haut et fort, le monde est également composé de gens bien, hommes et femmes, dans une immense majorité. Elle indique aussi... Tristan Banon dit ça, effectivement, dans son ouvrage Salut Hamel. Mais les féministes aussi le disent. Les féministes, quand elles disent les hommes sont violents, quand elles disent la criminalité est le fait d'hommes, elles disent pas tous les hommes. C'est une approximation de langage qui est désagréable à entendre pour les hommes, qui, du coup, aboutit à ce courant qu'on appelle le courant Not All Men, qui est un courant qu'on moque aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'elles disent. On n'entendra jamais une femme dire « tous les hommes sont des agresseurs pour les femmes ». Parce qu'elles ne disent pas ça, concrètement. En revanche, ce qu'elles disent, c'est que la violence masculine, elle est systémique. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres de la violence dans la société, on s'aperçoit de quoi? Qu'elle est quasiment toujours produite par les hommes. Et donc, quand elles disent « les hommes sont violents », ce que nous, il faut qu'on entende, qu'on arrête de dire not all men parce que ça détourne le problème et puis ça fait un peu moi je suis pas comme ça, oui, on n'a pas besoin qu'on nous envoie des cookies, c'est la construction sociale de l'homme, la construction sociale masculine de l'homme viril est une construction violente. C'est la violence dans la société est une violence d'homme. Alors le syndrome d'aliénation parentale, j'espère que c'est pas à ça qu'il fait référence parce qu'il fait partie vraiment des syndromes les plus contestés dans l'histoire de la psychanalyse, quoi. À l'époque de sa dénonciation de DSK, elle a parfois été bien plus soutenue et respectée par les hommes que par les femmes qui voyaient en elle l'expression d'une trahison à la cause féministe, et qui ne lui ont rien passé, et certainement pas sa résilience. Mais pourquoi des femmes auraient considéré qu'elle a trahi le féminisme parce qu'elle a dénoncé DSK? Là, j'aimerais une source, tout simplement, une interview éventuellement de ce qu'elle décrit, parce que moi, j'ai l'impression qu'au contraire, enfin, je vous dis, j'ai l'impression, permettez-moi même d'être sûr de ça, que la sororité est beaucoup plus forte que la solidarité masculine à l'encontre des victimes présumées. Donc, vous voyez... C'est délicat, je sais pas trop de quoi il parle, on n'a pas vraiment d'exemple. Et voilà, ce monsieur, il lit le livre de Tristan Banon, il se dit que c'est une sorte de pensée qui parle du féminisme sans en parler, une sorte de critique du féminisme, sans réellement aller lire ce que concrètement les féministes disent, quoi. Ce sur quoi les féministes ont travaillé pendant leur vie. Pensez donc, elle refusait, et refuse toujours aujourd'hui, que la femme ait le seul statut de victime, fustigeant la propension de la société. Mais personne ne dit que la femme doit avoir le statut de victime, c'est pas ça. Par contre, on veut faire reconnaître le statut d'une victime, d'une femme qui a subi une agression sexuelle ou un viol. Et on sait que ce statut est rarement donné par la justice. On sait que pour tous les viols en France, il y en a 1 à 2% seulement, d'après les chiffres du ministère de la Justice, qui sont condamnés. Ça veut dire que pour 98 à 99% des femmes, jamais un tribunal ne les reconnaîtront comme victimes d'un agresseur sexuel. Et du coup, il y a une sorte de contrepoids dans la société qui a été mis en avant par les mouvements féministes, en particulier la 4e vague à partir de MeToo, qui a été de dire, nous, collectivement, femmes, on vous croit. Nous, on vous croit. Nous, on croit à votre histoire. Nous, on croit que vous avez croisé un agresseur. Nous, on croit que vous avez été victime d'un agresseur. Et en fait, il est là le truc, elle est là la nuance, Gontran. À héroïser et à victimiser la femme, par le simple fait qu'elle en soit une de femme. Du sexisme à l'envers, quoi. Elle accuse aussi la plupart des féministes 2.0 de n'avoir absolument pas connu l'époque où la femme était à peine une personne et appuie là où ça fait mal, en disant que la plupart des combats légitimes pour rendre la femme égale à l'homme ont été menés déjà et gagnés. Oui, mais
Prenons un parallèle avec l'esclavage. Personne d'entre nous aujourd'hui n'a connu l'esclavage. Vraiment personne. Et pour autant, ça ne nous empêche pas de dire il reste du racisme dans la société contre lequel il faut lutter. Ça n'est pas parce que les féministes qui militent aujourd'hui, alors attention, contrairement, parce que des féministes des premières, deuxième vagues, il y en a encore pas mal qui sont vivantes aujourd'hui, c'est pas parce qu'elles n'ont pas connu cette époque où, d'un point de vue législatif, elles n'étaient toujours pas l'égale des hommes dans les textes, et on en a déjà parlé, il y a toujours des textes de loi qui montrent que les femmes ne sont pas tout à fait les égales des hommes, très peu, hein, mais quand même. Si on dit, si pour égal c'est 50-50, ben on n'est pas à 50-50 exactement. Et du coup, c'est pas parce qu'elles n'ont pas connu cette période-là qu'elles ne peuvent pas dire « aujourd'hui, il reste des choses contre lesquelles se battre ». Et ça, d'ailleurs, Tristan Banon le dit dans son ouvrage. Enfin, elle refuse qu'il y ait une hiérarchisation de la violence, comme si celle faite aux femmes était plus grave que d'autres. Et elle se réfère entièrement au droit français, qui pour elle est... Elles disent pas ça. Elles disent pas que les violences faites aux femmes sont plus graves que celles des autres. Elles disent que les violences faites aux femmes sont les moins reconnues, sont les moins jugées, sont les moins condamnées en France. Et là-dessus, bah, malheureusement, elles ont raison. Salut Coforio. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais au départ, c'était pas par rapport au nombre de plaintes, c'est par rapport au nombre de viols. C'est-à-dire qu'il y a que 1 à 2% de viols qui aboutiraient à une condamnation, exactement. Je parlais pas de chiffres par rapport à la plainte, mais vraiment par rapport au nombre de viols en France, oui. Est assez grand pour mener son combat social tout seul, sans que des gens qui n'y entendent rien et qui ne maîtrisent pas l'ensemble du concept s'en mêlent et tuent son équilibre. C'est donc le bon moment pour vous lire un passage du bouquin. Dans le chapitre intitulé « Assigné à résidence victimaire », elle raconte que toutes les révolutions ont eu, dans le passé, leurs excès et leurs dérapages. Elle ne voit pas pourquoi le féminisme dérogerait à la règle. Mais ce n'est guère une raison pour ne pas les dénoncer. Ce qu'elle fait dans ce passage est édifiant. Alors, demain, je sais pas, il y a une manifestation de féministes dans la rue, qui réclament plus de droits, et elles mettent à mort 25 hommes au hasard qu'elles croisent dans la rue. Voilà, condamnation à mort. Émasculation physique, condamnation à mort. Vous pensez bien, Gontran, que ça va révolter tout le monde, y compris dans nos camps. Enfin, vous pensez bien. Évidemment qu'on dénonce les dérives, personne ne dit qu'il ne faut pas dénoncer les dérives. En revanche, la frontière entre ce qui est une dérive et ce qui n'en est pas une, là, elle est extrêmement discutable. Oui, c'est assez lunaire, je suis assez d'accord. Et du coup, si pour vous, soutenir de facto le témoignage d'une femme victime d'agression, je ne sais pas si c'est ce qu'il dit, je ne lui prête pas les propos, hein, je dis bien si. Si pour vous, c'est ça, une dérive, eh ben on sera pas d'accord. On sera pas du tout d'accord, et dans ce cas-là, si c'est ça les propos de certains hommes, moi je pense qu'ils font partie du problème et qu'ils défendent la culture du viol. On aura l'occasion d'en reparler. En mars 2018, je suis invité aux Assises du journalisme de Tours pour y présenter mon livre, un roman que je viens juste de publier. Une jeune femme vient me voir. Elle est brune, les cheveux longs et l'air déterminé. Elle m'accuse de trahir la cause des femmes, me dit qu'on ne peut être victime et se désolidariser du hashtag balance ton porc. Elle ajoute que les Américains savent mieux la révolte que les Français, que chez eux, si tu n'es pas pour, c'est donc que tu es contre. J'explique que je ne sais pas, que je ne suis pas américaine, que je veux plus de nuances que ça et que le hashtag MeToo me parle davantage. La brune me fixe, comprend que je ne la reconnais pas. Elle m'assène, tu ne sais donc pas qui je suis. Elle me tutoie, je ne la reconnais toujours pas. J'avoue mon ignorance et que celle qu'elle est ne changera pas mon avis. Elle me dit qu'elle a donné des centaines d'interviews, me le répète comme si c'était une décoration sur une veste militaire. Elle me fait le décompte de ses followers sur Twitter, elle s'emporte, me parle de l'importance de la communauté et de ses soutiens. J'entends, je n'entends qu'elle. Je voudrais feindre l'admiration, au moins pour calmer sa rage, mais je ne sais pas. Et chacun de ces éclats de voix me retire l'envie de la découvrir. Je pense pour la première fois que je n'ai jamais compté les interviews que j'ai données. Je n'en ai jamais tiré de fierté ni de honte. J'ai parlé quand je pensais devoir le faire, voilà tout. J'ai raconté mes écrits pour les défendre, puis ma vérité, comme on se justifie face à ce qui était encore un tribunal médiatique. Je reviens à la réalité. La brune aux cheveux longs monologue. Certains s'arrêtent, forment un arc de cercle autour de nous, cherchent à savoir l'origine de la colère. La jeune femme ménage son effet, prend sa respiration et sa fierté par la main et me balance son pédigré. Hashtag balance ton porc, c'est moi, je suis Sandra Muller. Bon, je sais pas. Bien. Beaucoup de mots pour pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé? On résume en quelques mots. Tristan Banon présente son livre choque Sandra Muller. Donc Sandra Muller, on en a déjà parlé pas mal de fois. C'est grâce à elle que du coup le hashtag MeToo a été repris aux États-Unis, même s'il y avait déjà eu un hashtag MeToo bien avant dans les courants afroféministes, mais c'est là que ça a pris. Et Sandra Muller, elle est choquée. Elle dit mais je comprends pas, vous dites que vous avez été victime d'un agresseur et vous ne soutenez pas le mouvement Balance ton porc. Elle est choquée de ça. Évidemment, on peut lui reprocher, je sais pas, la forme, peut-être que ça a été colérique et que Tristan Banon s'est mal senti. On peut pas lui reprocher sa colère, par contre, Gontran. On peut pas reprocher à Sandra Muller, qui a été l'une des femmes les plus cyberharcelées pour justement avoir créé ce hashtag Balance ton porc qui a donné MeToo derrière, sa colère de voir une femme qui a subi la même chose de la part d'un porc, de la part de DSK, lui dire « mais je ne comprends pas, vous pouvez pas ne pas nous soutenir ». Donc peut-être que la forme de la colère a choqué Tristan Banon, je n'étais pas là, donc on va certainement pas revenir sur quoi que ce soit, mais
Quelle est la dérive là-dedans, en fait? J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre quelle est la dérive. Vous avez une des personnes qui a été à l'origine probablement du mouvement social le plus important de ces 20 dernières années, probablement, qui dit à une femme, vous avez été la figure en France, justement des victimes de violences sexuelles, et là vous nous lâchez dans un livre où vous dites que nous on est dans une posture victimaire. En quoi est-ce une dérive? J'ai du mal à comprendre. En fait, je pense qu'elle raconte son expérience, Tristan Banon, telle qu'elle a vécu. Elle n'avait pas reconnu Sandra Muller, donc elle le décrit comme étant une brune. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai du mal à comprendre, d'ailleurs, Pingolitipus le dit dans le chat, où tu veux en venir avec cette anecdote. Je sais pas si elle l'a dit comme ça, hein, j'extrapole. Hein. Très bien. Je ne sais que dire très bien. J'aurais voulu ajouter et alors? À Sandra Muller, puisque c'était elle, je dis que l'on n'est pas pareillement porc si l'on viole ou si l'on parle mal. Pas pareillement condamnable. Oui, et c'est là que Tristan Banon montre qu'elle a mal compris. Effectivement, dans le mouvement Balance ton porc, il y a eu donc la différence avec MeToo, vous la connaissez par cœur, pardon pour cette la palissade, mais il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo qui ne connaissent pas. MeToo, c'était une sorte de mouvement de sororité extraordinaire, et même de solidarité, parce qu'il y a des hommes qui en ont parlé, ça a été pris en considération, qui ont dit « moi aussi dans ma vie j'ai été victime ». Et ça a créé cet élan de sororité extraordinaire entre les femmes, et de prise de conscience des hommes que le viol, d'un seul coup, n'était pas, non pas une succession de faits divers, mais probablement un fait social. Et Balance ton porc, c'était un mouvement un tout petit peu différent, qui consistait à dire, en fait, la personne qui t'a fait subir quelque chose, si tu en as le courage, mets son nom sur les réseaux sociaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que un des meilleurs exemples pour moi d'un Balance ton porc qui n'en a pas été un, c'est ce qui se passe avec Léo Grasset. Léo Grasset, il a été dénoncé, je crois, par 13 femmes, si je dis pas de bêtises, à des degrés très divers. Et Mediapart l'a bien précisé. Il a bien précisé, en tête de l'article, il a été accusé par, je sais plus, une dizaine de femmes, je ne me rappelle plus du chiffre exact, avec, du coup, des degrés différents. À savoir des comportements toxiques, à savoir du love bombing, à savoir de l'agression sexuelle, et une qui l'accuse de viol. Et du coup, en fait, Tristan Banon prétende que le mouvement Balance ton porc met au même pied d'égalité un comportement sexiste, une injure sexiste, une agression sexuelle ou un viol, c'est une bêtise. C'est une erreur, Gontran. Et personne ne pense ça, Gontran. Personne ne pense ça aujourd'hui. Personne ne pense, de la même façon que je ne pense pas, que sous prétexte que dans la vidéo que tu fais là, tu tiens toute une série de discours qui relèvent du sexisme, que tu devrais être cancel. Personne dit ça. En revanche, si un jour j'apprends qu'un youtubeur est accusé de viol, effectivement, tant que la justice n'a pas tranché, je préférerais ne plus le voir travailler. Mais on fait très bien la différence entre une injure sexiste, une agression sexuelle, un viol, etc. Enfin, on fait la différence. Pas pareillement haïssable. Je veux expliquer que le net ne fait pas de quartier, que le nom qu'elle lui a jeté en pâture ne s'en remettra pas, que cet homme qui, alcoolisé, fut si mal élevé et très vulgaire, se retrouve puni par le... Attention, l'alcool est une circonstance aggravante d'absolument tous les délits et crimes en France, y compris l'agression sexuelle. L'alcool est une circonstance aggravante, la drogue est une circonstance aggravante. Et puis, en plus de ça, du coup, question Gontran, quel homme a vu sa carrière brisée sur une fausse accusation? Et on n'a pas d'exemple. On en a absolument aucun. Gérard Depardieu, il tourne encore plus qu'il ne tournait. On pensait qu'il était en fin de carrière, accusé d'agression sexuelle par Charlotte Arnoux. Il joue partout. J'allais dire Polanski. Polanski, c'est très différent, parce que Polanski, il a été condamné une première fois, mais n'empêche que Polanski tourne encore. Johnny Depp, il retrouve des rôles absolument partout. Donc quel homme, finalement, a vu sa carrière détruite? Oh bah là, maintenant, Johnny Depp, il rejoue. Il est tranquille. Et en plus, effectivement, l'alcool ayant un effet désinhibiteur, ils peuvent frapper plus fort, être plus dangereux, etc. Le tribunal populaire, comme s'il avait violé, sans pourtant ne l'avoir jamais touché. Adieu, femme, mariage, travail, amis. Adieu la vie pour quelques mots de trop, des mots de porc, mais juste des mots, jetés avec vulgarité et quelques verres un soir de festivité. Je n'excuse rien de l'indécence du propos aviné, j'en appelle à la proportionnalité de la peine. Sandra Muller a socialement assassiné un homme pour excès de trivialité. C'est grave de dire ça. C'est grave de dire ça parce que Sandra Muller, elle a utilisé les mots précis de ce qui lui est arrivé avec cet homme. Donc c'est grave de dire ça. C'est grave de dire que quand une femme dénonce un comportement sexiste, c'est comme si elle avait dénoncé quelqu'un pour un viol. C'est très problématique qu'elle ait écrit ça, Tristan Gontran. Et moi j'aimerais te retirer ce truc des mains et te mettre l'ennemi principal de Delphi à la place. Et de voir si tu refais une vidéo par rapport à ça. Mais oui, mais tu vois, Hermione, ce qui est incroyable, j'adore ton pseudo d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que c'est les mots de Tristan Banon. Et qui tombent dans les mains du coup d'un homme qui connaît mal du coup les courants féministes, et on peut l'excuser de ça, mais peut-être du coup qu'il aurait dû demander à des féministes si ce qu'il avait entre les mains était représentatif ou quoi que ce soit. Elle est peut-être là en fait sa plus grosse erreur. C'est cher payé, quoi qu'on en pense. Donc, la plupart des femmes ont couché pour réussir, ne fût-ce que pour leur couple. Reprenons juste cette phrase-là, je vais vous laisser découvrir dans quel contexte cette phrase a été écrite.
Coucher pour réussir, c'est vraiment un euphémisme pour ne pas dire qu'un homme a bloqué la carrière d'une femme jusqu'à obtenir ses faveurs sexuelles et lui donner le poste qu'elle mérite. C'est quasiment de l'agression sexuelle, c'est quasiment du viol. Et ne fût-ce que pour leur couple, donc là on est dans un discours qui se rapproche beaucoup du discours du Strass. Vous savez, le Strass qui dit « les femmes elles prennent pas de plaisir à faire l'amour avec leur mec, donc c'est pas grave si elles se prostituent ». Il y a une sorte de raccourci hallucinant, moi que je n'ai jamais compris cet argument-là. Donc autant faire payer les hommes, puisque de toute façon ils baisent mal, quoi. Donc elles ont couché pour réussir, ne fût-ce que pour leur couple, je suis très gêné de ce que ça signifie. Je vais vous laisser découvrir ça. L'homme dont Tristan Banon parle dans ce passage, et qui ne s'en remettra donc peut-être pas, c'est Éric Brion, un ancien président de la chaîne Equidia qui n'a donc jamais chevauché, ni même touché Sandra Muller, mais qui a eu le tort de draguer la mégère de façon, il est vrai, un peu lourde. Sandra Muller sera d'ailleurs condamnée en septembre 2019 à verser 15 000 € de dommages et intérêts à... Voilà, donc ça c'est du cerveau classique, les agresseurs quand ils sont accusés, ils portent plainte pour diffamation. Mais Sandra Muller n'a jamais dit qu'elle avait été violée. Elle a jamais dit ça, d'accord? Elle a dénoncé tout un ensemble de comportements sexistes, et si le viol est probablement l'un des pires crimes qui puissent exister juste en dessous du féminicide qu'un homme puisse commettre par rapport à une femme, l'injure sexiste fait partie également des choses qui sont illégales, et qui passent. La loi laisse passer ça. Et il a fallu, pour que enfin on réalise et qu'on inscrive dans la loi, non c'était un tout petit peu avant, je suis en train de confondre, mais pour que enfin on réalise collectivement, il a fallu ce grand mouvement populaire MeToo et Balance ton porc. Donc c'est héroïque ce qu'elle a fait Sandra Muller, c'est dégueulasse Gontran de la pointer du doigt comme ça. Cet homme qui a perdu jusqu'à son honneur face à une féministe qui ne sait pas faire la différence entre un viol et une parole malheureuse, entre un crime et de la grossièreté. Alors, il me faut absolument une source, parce que je connais très bien l'affaire Sandra Muller, on connaît tous ici évidemment, on est très proche de ce genre de choses. Si elle a amalgamé réellement des propos graveleux qui pourraient être qualifiés d'agression sexiste et le viol, je veux le savoir. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais lu. Mais si c'est le cas, Gontran, je veux le savoir. Et dans ce cas-là, je dirais, je n'étais pas au courant qu'effectivement elle avait fait l'amalgame et je m'en excuse. Je crois pas que ce soit vrai. En mars 2021, par contre, le tribunal lui reconnaîtra la bonne foi, car, je cite, « ses propos relevaient d'un débat d'intérêt général sur la libération de la parole des femmes ». Je sens que je vais mettre une balle entre les deux yeux de mon patron avant de brandir le droit de l'avoir fait au motif de la nécessité du débat d'intérêt général sur la libération des employés des patrons stupides. La comparaison n'est pas bonne, parce que si tu mets une balle entre les deux yeux de ton employé, tu le tues, littéralement. Si tu dénonces un propos sexiste qui a eu lieu, bon bah tu dénonces juste un propos sexiste qui a eu lieu. La comparaison est très mauvaise, Gontran. J'ai mes chances. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le féminisme 2.0 ne prône pas la paix des... Ne dites pas de féminisme 2.0, ne dites pas néo-féminisme, n'utilisez pas ces termes-là. Hein. Ce sont des termes qui sont très dévalorisants. Féminisme 2.0, c'est un truc qui est utilisé par les militants d'extrême droite pour dire les femmes avant, elles avaient raison de se battre, aujourd'hui, maintenant, elles font n'importe quoi, c'est des néo-féministes, elles ont tous les droits, elles devraient pas. N'utilisez pas ce terme-là. Et c'est horriblement dommage. Pour lui, il n'est pas question d'obtenir une égalité qui est par ailleurs déjà très largement acquise dans la société occidentale. Non, mais tout dépend. Là, c'est polysémique en fait quand tu dis égalité. Et comme c'est polysémique, on ne sait pas de quoi tu parles. Donc, définis les termes. Égalité par rapport à quoi? Égalité en droit, dans la Constitution, certes. Hein, on est quasiment à une égalité stricte. Il a fallu quand même qu'on attende le début des années 2000 pour voir qu'il restait des lois dans le code civil français disant que les femmes ne pouvaient pas porter des jeans, donc il doit encore en rester 2-3, des trucs comme ça. Elle a été abrogée, bien sûr, hein, cette loi-là. Mais s'il s'agit de l'égalité salariale, on l'a pas acquise. S'il s'agit d'une égalité dans l'accès aux postes à haute responsabilité, c'est pas acquis. Donc, en fait, voilà, il faut définir plus clairement. Qu'est-ce que tu entends par égalité? L'objectif? Oui, il y a Didou qui dit « dites pas féminazie non plus », effectivement. De castrer les hommes, de les rendre zéro sexuels, de les mettre à jour. Non, l'objectif n'est pas de castrer les hommes, ça c'est de la panique morale, qu'on a l'habitude d'entendre chez les masculinistes d'extrême droite. Écoute, Gontran... Là, par contre, c'est un peu navrant de ta part. Là, jusque-là, je suis assez bienveillant à ton encontre, mais là, c'est un peu navrant. Genoux, et de les obliger à s'excuser le plus publiquement possible du simple fait d'être un homme de toutes les atrocités masculines de l'histoire de l'humanité. On dirait, on entendrait presque Zemmour dire « Les musulmans en France voudraient que les hommes blancs se mettent à genoux pour s'excuser de tout ce qu'ils ont fait dans l'histoire. » Personne n'a jamais dit ça, vraiment. Ou alors, si quelqu'un l'a dit, j'aimerais une citation pour lire pourquoi une féministe aurait écrit ça, mais je pense pas qu'aucune féministe n'ait jamais dit ça. Et celle des femmes, dites-vous? Lesquelles? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Les femmes ne font que des choses paisibles et constructives. Le génie féminin, voire lesbien, prôné par les plus dures d'entre elles, s'affiche dans tous leurs actes. Non, alors il faut le lire, le génie lesbien, si tu le souhaites, plutôt que le citer comme ça, parce qu'il est cité un peu hors contexte, et puis en plus, le génie lesbien ne parle pas de ça. Salut Clément, et salut Fétal et Siv. Oui, c'est un peu... Du coup, le thème de la vidéo, pour le rappeler, c'est Gontran H, qui a lu le livre de Tristan Banon, qui est un livre profondément antiféministe,
Et du coup, l'idée là que j'ai ce soir, c'est de pas du tout rentrer dans la tronche de Gontran, bien sûr, mais c'est d'expliquer en fait les conséquences que ça peut avoir, ce type de discours, sur les hommes. Voilà, donc je sais plus de quoi il parlait. Ah oui, c'est ça, il parlait des femmes qui ne feraient jamais rien. Mais personne n'a jamais dit que les femmes n'étaient jamais coupables de rien. Personne n'a jamais dit ça, Gontran. D'ailleurs, les femmes font partie de la population carcérale également. Je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est 8%, tout crime confondu, un truc comme ça. C'est moins de 10% en tout cas. Donc personne n'a jamais dit que les femmes n'avaient jamais rien fait de répréhensible. Hein. Ne pensent pas au sexe tout le temps, et quand elles y pensent, c'est sensuel et profond, pas porno ni charnel, elles laissent ça aux hommes que nous sommes. Les féministes modernes pensent avec leur tête bien faite qu'on pense avec notre bite tordue. Elles oublient d'ailleurs bien vite qu'elles ont elles-mêmes le cœur dans un nichon. Mais bon, et de réclamer... Ouais, voilà, bon, ça c'est bon. C'est un trait d'humour, moi je trouve ça déplacé, c'est pas grave, on va pas lui sauter dessus pour ça, mais bon voilà, ça relève quand même un peu du sexisme, hein, quand même encore. La réflexion sur la nature violente des deux sexes de tout le genre humain, plutôt que d'annoncer avec elle que le mal est seul responsable de toutes les saloperies que compte le monde. C'est pas ce qu'on dit, on dit la violence masculine est majoritairement le fait d'homme. Voilà, la violence masculine est majoritairement le fait d'homme. C'est le discours qui est tenu. Alors parfois il y a des approximations de langage, les hommes sont violents, etc. On est assez intelligent pour comprendre ce que ça signifie. On va pas dire à quelqu'un qui vient qui vient visiter notre pays, vous les Français vous aimez le fromage, on va pas lui dire pas tous les Français. On comprend l'approximation de langage, on comprend ce que ça signifie, il faut arrêter de le prendre personnellement contre soi. De plus, non, on peut pas dire les hommes et les femmes ont toujours été violents dans la société, parce que ça ne caractérise pas la réalité, ça ne caractérise pas le quotidien. La violence, elle est majoritairement le fait d'hommes. La violence n'est pas majoritairement le fait de femmes, Gontran. Et ça, ce sont les chiffres, c'est Lucille Peytavin qui le montre, mais on les connaît depuis longtemps, ces chiffres, mais au moins elle les a évalués, elle les a même chiffrés, ces chiffres-là. C'est sans aucun doute la preuve que nous sommes nostalgiques de l'époque bénie où le patriarcat... Et puis, pardon, excusez-moi, mais pas toutes les baguettes, dit Fétalisif. Excusez-moi, mais au niveau radicalité féministe, je trouve que même les courants radicaux d'aujourd'hui sont à des années-lumière de Starhawk, de Dworkin, du MLF des années 70, etc. Vraiment, il y a une sorte de déformation de ce qu'a été le féminisme dans les années 70, je pense. Les femmes à leur place de femmes, c'est-à-dire dans la cuisine, entourées de mioches qui ne font rien qu'à nous emmerder avec leurs cris pendant que nous faisons de l'art ou des calculs savants auxquels leur mère n'entendent rien. Pour les féministes 2.0, le seul homme qui mérite de vivre est celui qui s'est auto-castré et qui admet son infériorité. Voilà, ça c'est un problème par contre, Gontran. C'est un problème parce que si c'est ce que tu tires de l'ouvrage de Tristan Banon, il faut que tu l'entendes. Ça n'est pas le discours féministe, aujourd'hui ça. Ça n'est pas ce que les féministes disent. Il faut que tu l'entendes. Et les personnes qui apprécient le travail de Gontran et qui se retrouvent sur cette vidéo-là, que je mettrai sur YouTube dans pas longtemps, et qui du coup adhéraient, parce qu'on fait confiance aux youtubeurs, sachez-le, ça n'est pas le discours des féministes. Vraiment pas. Effectivement, c'est transpirant dans les écrits de Tristan Banon, mais ce qu'a écrit Tristan Banon est un ouvrage qui va profondément à l'encontre du courant féminisme. J'en connais 2 ou 3. Hein. Dans mon village, il y a même un Farinelli, le talent en moins, qui garnit toutes ses parutions Facebook d'écriture inclusive et qui ne perd pas une occasion d'être une tête à claque. Alors, l'écriture inclusive, Gontran, ne se limite pas au point médian. Le point médian fait partie des choses de l'écriture inclusive que moi j'aime le moins, par exemple. Tu vois, on a un point commun là-dessus. J'aime pas le point médian. Je préfère la double flexion, qui est une des grammaires possibles de l'écriture inclusive. Je préfère dire, par exemple, les auteurs et les autrices, plutôt que dire les auteurs.rice, pour toute une série de raisons. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais bon, non seulement l'écriture inclusive, bon voilà, c'est pas une menace, elle est pas partout dans la société, loin de là, mais la double flexion, on l'utilise déjà. On utilise du langage féministe en permanence, et on l'entend. Cette grammaire inclusive, on l'entend fréquemment. Quand Macron s'adresse aux Français, il dit bien française-français. C'est de la double flexion, par exemple. Il y a l'accord de proximité, l'accord de genre, l'accord de nombre, etc. Tout ça font partie des règles de grammaire inclusive que je vous invite à découvrir avec Aurore Evin ou Eliane Viennot, qui en parle très bien. Et Eliane Evin a même consacré un ouvrage entier sur l'écriture inclusive et toutes les règles de grammaire qui existent, pour voir qu'en fait ça a un sens. Le sens que ça a, c'est que utiliser le masculin en niant le fait qu'on utilise le masculin comme genre neutre, puisqu'il n'y a pas de genre neutre en français, ça aboutit à invisibiliser les femmes dans notre perception. Et un exercice que je fais souvent, et je vais le varier, si je vous dis fermez les yeux et représentez-vous la révolte des ouvriers à mai 68, bah, vous allez fermer les yeux et vous allez voir des hommes. Et il se trouve que la majorité des ouvriers pendant mai 68, c'est des femmes. Ça a été très bien documenté par Willy Ronis, par exemple. Mais le fait d'avoir masculinisé le mot, d'avoir dit la révolte des ouvriers, fait que dans notre représentation mentale, on a vu des hommes. Et si on avait dit la révolte des ouvriers et des ouvrières, double flexion, langage inclusif, là on aurait eu une représentation mentale plus proche de la réalité. Voilà l'intérêt de l'écriture inclusive.
Plus fort encore, et Tristan Banon en parle à plusieurs reprises dans son livre, peu nombreuses sont les féministes extrémistes qui ont même jeté un regard vers les pays ou les religions qui auraient pourtant bien besoin d'elles pour changer les choses. La plupart reconnaissent... Bon, ça, c'est l'argument classique. Effectivement, Tristan Banon en parle et j'aime pas qu'elle en parle. C'est soi-disant, elles se battent pour des droits en France, mais il y a pire ailleurs. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'on peut pas faire mieux chez nous. Moi, j'ai jamais compris cet argument, on peut pas le reprendre. Comme un choix le port du voile, minimise l'enfer que vit la jeune Mila et préfère s'en prendre à Macron plutôt qu'aux talibans. Mais pas du tout, Mila n'a été soutenue en France que par les féministes, au contraire, que par les féministes. Effectivement, elle avait écrit cet ouvrage quand elle était assez amie avec Tiffany. Et Tiffany lui avait inspiré du coup de l'écriture inclusive pendant tout son ouvrage. Ouais. Lorsqu'il s'agit de protéger. Mais c'est pas, moi je suis d'accord, c'est-à-dire que quand on parle par exemple des soignants, moi je préférerais dire les soignantes et les soignants, parce que pour le coup, les soignantes sont une composition majoritaire, donc on pourrait en plus les positionner dans la première partie effectivement de la phrase. Les Afghans. On est donc loin de la paix entre les sexes. Tant que les féministes de cet acabit gouverneront la pensée dominante, ils risquent de ne pas y en avoir. Non, en fait, tant que les hommes ne travailleront pas sur leur comportement toxique, il n'y aura pas de paix des sexes. C'est pas la faute des femmes s'il n'y a pas la paix des sexes. Compliqué. Elle a été soutenue par Némésis aussi. Bon bah ça, après Némésis la soutenait non pas parce qu'elle était victime de harcèlement. Enfin, en partie, je veux pas non plus leur prêter des idées qu'elles n'ont pas, mais simplement parce qu'elles sont profondément islamophobes, au sens vraiment premier d'islamophobe quoi. Pas au sens de j'émets une critique de la religion comme on peut critiquer les religions, mais vraiment au sens de profession de foi anti-musulmane quoi. Mais elle a été soutenue par toutes les autres féministes également. Hein. Et franchement, ça me rend triste. Il y a une vingtaine d'années, moi qui suis végétarien, j'avais un ami qui l'était aussi. Et il s'était mis en tête de faire les marchés, comme on dit. L'idée était de vendre des denrées bio, alors qu'elles n'étaient pas encore à la mode. Son étal était rempli de champignons, de légumes et de certaines choses préparées par ses soins et qui, il est vrai, avaient beaucoup de goût. Hélas, lorsqu'un client avouait au détour d'une conversation ou d'une question qu'il mangeait de la viande, mon ami lui faisait la morale et semblait quelque peu le mépriser de pouvoir avaler de la souffrance animale. Bien évidemment, je ne crois pas qu'il ait fait un seul émule, ou une seule émule, on peut dire les deux. Bien au contraire, j'ai l'impression qu'il a convaincu pas mal de monde de ne pas devenir végétarien, voyant comment les végétariens imposaient leur point de vue. Je vous raconte cette histoire parce que... D'accord, mais quel rapport en fait? Quel rapport? S'il y a une femme qui va dire à un homme « J'aimerais que tu travailles sur tes comportements » et que le mec dit non. Bon, bah, de toute façon, il n'aurait pas changé. S'il n'est pas capable de comprendre qu'il y a eu dans le comportement pour lequel on lui a fait la remarque un problème, il va pas changer. Bah, tant pis. La grande différence, c'est que non, c'est pas tellement différent. Par contre, du coup, faire la comparaison entre une personne qui va faire du prosélytisme et des féministes en France qui va dire on a besoin de soutien parce qu'on a besoin de soutien pour changer le regard qu'on porte sur le monde, moi j'ai du mal à comprendre en fait. Alors oui, il y aura toujours des sujets de discussion comme ça qui seront compliqués, avec des personnes en face qui seront fermées, on s'adresse à la mauvaise personne. J'ai appris à ne plus chercher à essayer de débattre d'idées avec une personne qui ne cherche pas à débattre d'idées, mais peut-être que le client en question, Gontran, et que c'est peut-être arrivé avec d'autres clients auparavant, aurait pu être sensible à l'argumentaire, et aurait pu comprendre effectivement la problématique de la souffrance animale. L'idée n'est pas de faire du prosélytisme, l'idée c'est d'expliquer pourquoi on se bat en fait, pourquoi on lutte, et pourquoi on a des raisons de lutter. Donc peut-être que ton ami qui était végétarien disait simplement, bah aujourd'hui avec la recherche, on sait qu'il existe une sentience, et c'est problématique du coup de consommer de la viande et de faire souffrir un animal. J'ai confidence, moi-même été végétarien pendant 2 ans et demi, j'ai même été vegan pendant 6 mois, j'ai tout abandonné aujourd'hui, j'ai un régime omnivore, on va dire, et il m'était pas arrivé de faire du prosélytisme, mais du coup, moi en fait je vois pas le problème d'exposer à une personne. Alors peut-être effectivement qu'il s'y est mal pris, peut-être qu'il a mal dit les choses, mais en quoi du coup ça rend son combat pour la lutte contre la souffrance animale un combat caduque? En quoi ça dit quoi que ce soit du coup son combat? Donc lui ce qu'il dit c'est, du coup il va à l'encontre de son combat en voulant faire du prosélytisme, mais peut-être que pour une personne qui va se braquer, il va en convaincre 3. J'ai l'impression, moi qui me suis un petit peu intéressé à la géographie et à l'histoire, que la haine suscitée par les gens qui veulent imposer leur point de vue est une constante historique. Et si elle n'est... Mais c'est pas de la haine le féminisme, c'est tout le contraire. C'est une volonté de remettre de l'amour dans nos relations, c'est une volonté de mettre de l'amour, vraiment de l'amour, pas de relations de pouvoir entre les femmes et les hommes, des relations de respect, des relations d'égalité, et de ramener de l'amour dans la relation hétérosexuelle, avec une vraie égalité dans le couple, une égalité dans la façon dont les sentiments peuvent être verbalisés, donc ça c'est la lutte contre les stéréotypes de genre, une égalité sur, je ne sais pas, l'héritage par exemple, le fait que les femmes ne risquent pas de se faire battre ou parfois assassiner au moment de la rupture, c'est juste ça, c'est juste de l'amour en fait, c'est juste ramener des rapports égalitaires. N'est pas toujours excusable, elle est au moins compréhensible. Il suffit de voir comment la plupart des pays colonisés au 19e siècle par les Européens sont désormais aux mains de gens qui rêvent d'en découdre avec nous. Et quand je dis nous, c'est pas vraiment nous non plus, hein.
Mais nos ancêtres ont contribué à ce que ces pays soient blessés pour un bon moment. Non mais bon, déjà je suis pas sûr que les pays veulent notre mort, mais surtout les femmes elles veulent pas la mort des hommes, elles nous en veulent pas à nous en tant qu'individus, Gontran. Elles en veulent à la classe sociale dominante masculine, elles en veulent à la virilité, elles en veulent à tous ces hommes qui refusent de comprendre le problème, à tous ces hommes qui refusent de changer. C'est à ça qu'elles en veulent, c'est pas aux hommes, c'est pas à toi, c'est pas à moi, les femmes elles m'en veulent pas à moi. Quant à leur capacité à pardonner et à passer à autre chose avec nos contemporains qui n'ont plus cet esprit colonisateur en tête, c'est une autre histoire. Et ce n'est pas le sujet ici. Avec plaisir, un jour peut-être, si au hasard de mes lectures. Et malheureusement, j'ai l'impression que les féministes 2.0 dont j'ai parlé plus haut en sont là et n'obtiennent que ça comme résultat, la haine. C'est quand même un renversement accusatoire, on parlait de Darvaux, pour les personnes qui connaissent pas le Darvaux, on vous fait une remarque, D, deny, vous reniez ce qu'on vous dit, A, agression, vous agressez la personne, vous dites vous êtes des féministes 2.0, RVO, vous renversez la victime et l'oppresseur. Mais voilà, là il y a le truc de, en fait, c'est un peu la faute des femmes s'il y a de la haine contre les femmes, quoi. C'est quand même dangereux, enfin je veux dire, c'est quand même les hommes qui agressent les femmes, quoi. Ouais, de toute façon, le parallèle avec la colonisation, il est pas bon du tout, quoi. Je ne parle évidemment pas des féministes que j'ose qualifier de légitimes, même si c'est un homme qui le dit, qui ont défendu leurs droits et qui les défendent encore, sans nécessairement Les féministes aujourd'hui défendent leurs droits. Ils défendent leur droit de ne pas être violés et de ne pas être tués, Gontran. Hein. s'en prendre à la jante masculine tout entière. Quand on parle par exemple de l'égalité salariale, les féministes normales, décidément je prends des risques, les féministes normales ont conscience que ce ne sont pas les hommes qui sont responsables de cet état de fait. Moi-même, je ne connais aucun homme qui n'accepterait pas que leur femme gagne plus d'argent. Et avant qu'on me le dise, avant qu'on me le fasse remarquer, je ne connais aucun homme non plus, sincèrement, qui se sente heurté dans sa dignité d'être avec une femme qui gagne plus que lui. Du coup, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'inégalité salariale. Par contre, des patrons qui payent pas les femmes de la même façon que les hommes, il y en a en France, il y en a beaucoup. Contre des patrons qui refusent, qui font de la discrimination à l'embauche, à CV égal, de prendre une femme de moins de 30 ans parce qu'il va se dire « Ouh là là, elle va peut-être tomber enceinte », il y en a. Gontran, ça existe quand même. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je n'en connais pas. L'égalité salariale, si elle n'existe pas encore, est bien la faute des patrons. Et parfois, les patrons sont des patronnes. C'est le capital qui entretient les disparités. Non, mais alors oui, alors effectivement, alors là, sans le savoir, effectivement, il cite du Delphi. Effectivement, on a un problème avec le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme a besoin de femmes dociles. Le capitalisme a besoin, pour exister, de travail gratuit. Et le travail gratuit, c'est quoi? C'est le travail ménager, etc. Donc ça a été très critiqué. Ça fait en fait l'intersection entre la lutte des classes et le féminisme dit matérialiste, des premières et deuxième vagues. Donc oui, effectivement. Mais en fait, on peut pas simplement dire le capitalisme n'est pas du tout le fait d'homme. Parce que là, il faut le démontrer, du coup, Gontran, si c'est ce que tu dis. Si tu dis c'est pas la faute des hommes, la situation dans laquelle on est, si la façon dont le capital est géré, c'est pas la faute des hommes, il faut le montrer. Parce que nous, on a beaucoup d'arguments là-dessus, ça a été étudié également. Pas les hommes. Quant à la violence physique ou sexuelle que certaines femmes toujours trop subissent, elle est bien entendu réelle. L'immense majorité des êtres doués de raison la déplorent ou la dénoncent, y compris ceux qui font des vidéos sur ce sujet très touchy, et qui tentent d'en rire pour n'en pas pleurer. Les crimes sexuels existent et ils doivent être punis. On aurait bien tort de penser que ça n'existe pas ou pas autant qu'on veut nous le faire croire. Malheureusement, les statistiques manquent, en tout cas pour la Belgique. Les seuls chiffres qu'on trouve ne concernent que la partie cachée de l'iceberg. Puisqu'on l'a vu, toutes les femmes, tant s'en faut, ne portent pas plainte. Amnesty... Oui, mais les associations féministes sont capables de faire des estimations, du coup. Alors, je sais pas si les chiffres manquent en Belgique, mais les chiffres en France sont peu ou prou les mêmes que les chiffres dans les autres pays européens en termes de proportion, malheureusement, de violence. Donc, on peut tout à fait, j'imagine, supposer que la problématique, elle est exactement la même en Belgique qu'en France. International a bien recueilli auprès de 2500 personnes leur avis sur un tas de sujets y afférents, mais un témoignage et a fortiori un sondage, ce n'est pas une preuve. En France, par contre, un rapport a été émis par le gouvernement dont le lien est... Un sondage n'est pas une preuve, il a raison, entièrement raison. Par contre, un sondage, ça dit des choses. Et typiquement, il y avait un sondage qui était assez incroyable, qui était fait par le Haut Conseil à l'égalité, qui disait est-ce que vous avez l'impression, vous les femmes, que les hommes font autant de tâches ménagères que vous? Les femmes disaient non, je crois que c'était à 69%, un truc comme ça. Les hommes disaient oui, quasiment à moitié. Donc les sondages, en fait, ils permettent quand même d'avoir une petite approximation de la réalité, de la façon dont on se représente les choses. Donc ça a quand même un sens, un sondage. Ça veut quand même dire quelque chose, et on mérite quand même d'accorder du crédit à un sondage. Description, comme celui d'Amnesty International d'ailleurs, et qui montre, vous le verrez, que le cumul des violences sexuelles a doublé depuis 2012. Alors évidemment, la libération de la parole des femmes doit y être pour beaucoup, mais ça doit... Attention, c'est un élément de langage. La parole des femmes, elle a toujours été libre, les femmes elles se sont toujours plaintes de leurs conditions. On parle plutôt de libération de l'écoute des hommes. Enfin, les hommes ont commencé à écouter les femmes. Une idée vertigineuse du phénomène. Il est décidément des hommes qui ne doutent de rien et qui considèrent les femmes comme ils n'accepteraient jamais qu'on considère leurs sœurs. J'ai dès lors parfois honte d'être un homme, mais je dois bien dire que je me reprends assez vite. Après tout, je suis quelqu'un de respectueux, comme la grande plupart de mes confrères. Très certainement. Sans aucun doute que tu es une personne respectueuse. En tout cas, sur la question féministe, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'il y a
il y a beaucoup d'à côté quand même dans cette vidéo, montrant beaucoup d'à côté. Elle a été publiée il y a un an. Peut-être qu'en un an, il s'est posé plein de questions sur le sujet. Je vais très sincèrement lui écrire, puisqu'on m'a dit dans le chat tout à l'heure qu'il était disponible pour répondre. Donc je vais lui écrire, je vais l'inviter, puis on va parler de ça. Et peut-être que en lui montrant les chiffres, il a l'air d'être une personne assez intelligente. Peut-être qu'il va se reprendre sur certains propos. On verra. J'ai conscience de ce que vivent les femmes, chez elles, au boulot ou dans la rue, mais je n'ai strictement rien à me reprocher, contrairement à tous ces connards qui mettent mal à l'aise les filles, dans le meilleur des cas, et qui se les approprient, dans le pire. C'est très bien de dénoncer ça, Gontran, bravo, parce que c'est courageux dans une vidéo où il prend un peu le contre-pied du féminisme de dire ça. Et maintenant, l'étape d'après, c'est de travailler sur toi, de travailler sur ta compréhension justement des rapports entre les hommes et les femmes, de comprendre ce qu'on entend par la violence et le fait d'homme. C'est l'étape d'après, qui est vraiment importante à faire. Et il sait qui c'est, qui tu es. Si je dis Agirtis, il sait enfin, il sait qui tu es. Espèce de dégénéré, espèce de salopard, espèce de connard. Tiens à propos, ta mère, ça va? Faudra que tu me la présentes. Et puis j'ai moi-même 3 filles. L'une d'elles a subi une agression sexuelle. Oh, rien de grave, heureusement, juste un mec qu'elle protégeait pourtant, qu'elle aidait au quotidien, et qui a voulu lui montrer dans le train à quel point le terme petite bite lui allait bien. Et je coupe donc court à tous les propos qui me seront opposés, et qui diront que je ne suis guère légitime pour en causer. J'ai poussé ma fille à... Mais, bon, premièrement, Gontran adresse absolument toute ma sympathie et la sympathie des 34 personnes qui me suivent actuellement à ta fille. Toute notre empathie, notre compassion, ce qu'elle a vécu, c'est horrible, c'est inacceptable ce qu'elle a vécu. On espère vraiment tous et toutes, j'ai même pas besoin de regarder le chat, je sais que tout le monde est derrière moi, qu'elle va bien, qu'elle s'est reconstruite. J'espère qu'elle obtiendra justice si jamais elle a porté plainte. Si elle a choisi de ne pas porter plainte, j'espère qu'elle arrivera à se reconstruire. C'est épouvantable ce que tu décris là, je suis absolument navré qu'en tant que personne, elle ait vécu ça, que toi en tant que père, tu aies subi ça en tant que tierce, en tant que victime du coup collatéral de ça. Mais du coup, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir eu un rapport dramatique avec la violence masculine pour, d'une part, être légitime d'en parler si tu le souhaites, et d'autre part, te prévaloir de dire des bêtises. C'est pas parce que tu as été dans cette situation terrible et que malheureusement ta fille a subi ça que tu ne peux pas en dire des bêtises par la suite. Porter plainte. Ce qu'elle a fait, car en plus d'être la prunelle de mes yeux, elle est aussi une femme courageuse et très humaine. Le mec a été jugé, mais il n'a pas été détruit par la machine internet comme Éric Brion. Il n'a pas violé, il n'a même pas touché, il a juste mis ma fille dans un sentiment d'insécurité crasse et il fallait lui donner une leçon. Bref. Du coup, j'ai pas compris, j'avais cru comprendre qu'il y avait eu une agression sexuelle, en fait, non, c'est ça? Bon, j'espère qu'elle a pas subi d'agression sexuelle, mais j'ai pas compris. Salut Norbert, bienvenue sur la chaîne. La haine que suscitent ces féministes-là, les 2.0, est de plus en plus palpable. Le résultat de cet acharnement sur les hommes de la part d'une poignée de haineuses et d'une armée de suiveuses... Mais qui? Mais qui? Mais qui? Mais il parle de la misandrie, peut-être. Alors s'il parle de la misandrie, je profite... Alors, j'espère que les personnes qui suivent Gontran H, qui tombent par hasard sur cette vidéo sur YouTube dans quelques jours, regardons jusque-là. S'il parle de la misandrie c'est un concept universitaire qu'on comprend bien, qu'on compare à ce qu'on appelle de la wirophobie, c'est-à-dire une détestation des principes de la virilité. La misandrie n'est pas du tout une détestation des hommes, ça c'est pour le coup un véritable écart de langage. Est une incompréhension de plus en plus grande entre les sexes. La plupart des hommes que je côtoie font les yeux doux lorsqu'ils évoquent les femmes, et grincent des dents lorsqu'ils parlent... Oui, en fait, on peut tout à fait faire les yeux doux quand on évoque les femmes, et malgré tout mal se comporter. Et ce qui est très intéressant, c'est que parmi les choses qu'on dénonce dans le sexisme, il y a tous ces éléments de langage qui sont des litotes qui vont justifier l'agression sexuelle, ce que nous on appelle la culture du viol, ce qui participe à la culture du viol. Il l'aimait trop, par exemple. Crime passionnel. Etc. Tous ces trucs qui font que, en fait, c'est pas parce qu'un homme a de l'amour ou de l'admiration pour une femme qu'il n'est pas capable de lui faire du mal. Parce qu'il pourrait se justifier de plein de façons différentes avec tous les éléments de langage qu'il y a, du coup, dans notre vocabulaire, qu'il faudrait qu'on élimine définitivement. On peut être attaché à une personne et être violent avec cette personne-là. Parce que l'amour et l'attachement, c'est pas la même chose. L'amour et la violence sont strictement différents. La justice le reconnaît. Il n'y a rien d'amour dans la violence. Et il ne peut pas y avoir de violence dans l'amour, ce sont des choses qui sont antinomiques, mais dans une relation de couple où il y a un attachement, il peut y avoir de la violence. Et on peut tout à fait parler avec des étoiles dans les yeux d'une femme et se comporter comme un agresseur. Ça n'a rien à voir. Des féministes. Et cette haine, si elle est normale, n'est évidemment pas... Du coup, Altaziel, tu parles d'un truc tellement minoritaire, tellement minoritaire, que je pense qu'ici, absolument personne ne sait de quoi tu parles, quand tu parles du fémitéiste. Du coup, c'est un courant, effectivement, qui est ultra minoritaire, qui est dénoncé par absolument tout le monde, qui prône effectivement l'élimination des hommes, puisqu'elles disent on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes dans la société pour nous reproduire, donc après tout, pourquoi pas les exterminer. Mais qui elle représente, en fait? Qui est-ce qu'elle... Je vous mets le commentaire que vous l'ayez sous les yeux. Qui est-ce qu'elle représente, ces femmes-là? En quoi elles représentent quoi que ce soit du féminisme? Elles représentent rien.
Elle représente personne. Du coup, pourquoi dire oui, mais regardez, il y a des dérives. Bien sûr, il y a des dérives partout, évidemment. Il y a des dérives dans les luttes antiracistes. En quoi ça fait la lutte contre le racisme une lutte qui ne mériterait pas d'être défendue? En quoi le fait qu'il existe des mouvements ultra-minoritaires, féministes, ultra-minoritaires, qui sont même pas féministes pour le coup, qui parlent effectivement d'avorter volontairement les garçons quand on tombe enceinte systématiquement et de pousser les femmes à avorter de leurs garçons, pourquoi l'existence de ces dérives-là voudrait invalider le fait qu'il y ait toute une série d'écrits qui au contraire sont remarquablement écrits avec des vraies pensées, avec une capacité de produire un argumentaire. J'ai du mal à comprendre. Souhaité. Et j'espère sincèrement qu'elle ne s'étendra pas. Il ne se passe plus un jour sans que je ne vois fleurir sur les réseaux sociaux des phrases indiquant de façon tout à fait sérieuse, quoique apparemment innocente, à quel point les hommes sont incapables d'être fins, respectueux et même intelligents. Ils sont insultés impunément aussi. Parfois... Mais contre-ainsi, il y a des gens qui disent les hommes ils sont jamais fins, ils sont jamais intelligents, c'est des propos qui sont bêtes, on les relève pas, enfin je veux dire c'est pas du féminisme ça. C'est juste des propos idiots. Nous, on va pas aller dans les communautés dans lesquelles tu travailles, les communautés sceptiques, pour dire « Ah bah regardez, sur Twitter, il y a un mec qui a écrit un truc idiot et qui dit qu'il est dans votre communauté pour vous décrédibiliser. » Enfin, on passe à côté quand on tombe sur ce genre de propos. C'est sous couvert d'humour, mais l'ambiance générale est plantée pour bien des... Elle est pas drôle, elle met un message dans le chat que je vais vous lire qui est très dur. Je suis voilà, désolé. Elle dit « À chaque fois que je prenais un coup, je suis désolé que tu aies été frappé, sincèrement. » J'avais droit à des excuses et des sanglots, c'était de ma faute, je le poussais à bout. Vous voyez l'élément de langage Gontran. Poussait à bout. C'est contre ça qu'il faut se battre aujourd'hui. Je suis désolé, sincèrement. L'homme est un animal. Il ne fait pas le ménage, il ne sait pas s'occuper des enfants, il passe son temps à tenter de maintenir la femme dans un carcan. Personne ne dit que les hommes ne savent pas s'occuper des enfants. Les gens, en revanche, les féministes disent que les hommes ne s'occupent pas assez des enfants. CF, la vidéo sur, je me demande même si c'est pas celle que j'ai sortie ce matin sur Thaïs Descuffon, où je présente une étude qui montre que pendant le confinement, les hommes ne se sont pas du tout occupés des enfants. C'est ça ce qu'on dit, on dit pas qu'ils ne savent pas s'en occuper. Et pour les tâches ménagères, effectivement, on dit qu'ils ne les font pas assez. On est d'accord. On est toujours sur un ratio à peu près de 75%, 25% dans les tâches ménagères, 70-30 pour être plus exact. Mais si on retirait des tâches ménagères, le bricolage, le jardinage et sortir les animaux, je vous jure que c'est vrai, c'est pas une blague, on se retrouverait plutôt à un ratio de 85-15%. Sachez-le. De soumission, il viole, touche dans le métro, ne pense qu'au sexe et avec sa bite, et bien entendu, il est un manipulateur pervers narcissique dès qu'il se sépare ou même dès qu'il contredit sa femme. Alors, à propos de la perversion narcissique, c'est un sujet qui est très touchy, qui est très étudié. On a quelques données sur les personnalités dites narcissiques. Pervers narcissique, c'est un peu un terme fourre-tout, donc je peux pas trop m'exprimer par rapport à ça. Mais en revanche, encore une fois, quand on s'intéresse à ce qui se passe dans les tribunaux, les condamnations pour violence psychologique, c'est quasiment que des hommes qui sont condamnés pour violence psychologique. Et donc il semblerait que dans les personnalités très narcissiques, manipulatrices, en tout cas d'un point de vue judiciaire, que ça concerne beaucoup d'hommes. Peut-être qu'il y a des biais, peut-être que les hommes ne portent pas assez plainte pour violence psychologique, pour toute une série de raisons, parce qu'on est éduqué à pas, je sais pas, on est éduqué dans l'idée que on est supérieur aux femmes, donc ce serait honteux qu'on puisse rencontrer ce genre de situation avec des femmes. Mais du coup, a priori, si on parle de personnalité narcissique, bah oui, effectivement, ça concerne plus que les hommes. Il n'est pas question de dire tous les hommes sont des narcissiques, tous les hommes sont des manipulateurs, mais plutôt de faire le constat que quand il y a des condamnations pour violence psychologique, qui sont condamnés? La femme, quant à elle, sur ces mêmes réseaux, est multitâche, douce, responsable, infatigable, Mais qui belle, dit ça? tournée vers les arts et le développement personnel, solidaire, j'en passe, et des plus clivantes encore. Le livre de Tristan Banon est en cela salvateur. J'encourage vraiment tout le monde à le lire, quel que soit son sexe. Il ne s'agit pas du tout d'une attaque en règle contre les femmes, et encore moins contre leurs acquis sociaux ou leurs paroles. Un peu quand même. Et Morgane dit, mon père disait la même chose, que la mère le poussait à bout. Je suis désolé Morgane, vraiment. J'espère que ta maman va bien aujourd'hui et qu'elle vit sa plus belle vie. Salut le Bandagel, oh Stéphane, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, bon, on va peut-être le laisser conclure quand même, parce que comme c'est quelqu'un qui tient un propos, on va aller jusqu'au bout. Il s'agit d'un pamphlet très bien documenté et intelligent sur la nécessité de se comprendre les uns les autres et de continuer tous ensemble à combattre... Ça vous rappelle pas les discours de Rochdy? C'est pour se comprendre les uns les autres que je fais ça, hein. Ça rappelle un peu le discours de Julien Rochdy, ça. La violence, d'où qu'elle vienne. Alors d'un point de vue purement littéraire, on ne s'ennuie pas non plus à la lecture de ce bouquin, il est vraiment de haut vol, et il émane de quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue sans être hermétique. Et sur le... Là-dessus je le rejoins, effectivement c'est un bouquin qui est bien écrit. Là-dessus je le rejoins, Tristan Banon c'est une journaliste, elle sait écrire et ça se voit. Le fond, comme nous l'avons vu, il n'en est pas moins intéressant. Les hommes innocents, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, y trouveront un appui de choix, les femmes un encouragement à s'assumer et à ne plus permettre aux salauds de s'en prendre à elles impunément, et les féministes 2.0 trouveront dans ce texte très très bien écrit l'occasion de s'apaiser enfin et de comprendre que la guerre qu'elles mènent contre tous les hommes n'est certainement pas plus louable que le racisme ou la violence aveugle. Eh ben non. Bon, je vous avais promis qu'on allait bien rigoler, mais je me suis trompé. Évoquer un tel sujet est tellement touchy que l'humour n'est à mon grand dame pas le bienvenu. Et puis il ne reste plus beaucoup de place. Ok.
C'est bien, c'est une autocritique, encore une fois, c'est honnête de sa part, il est très paradoxal, hein, ce monsieur. Moi, je le connais très peu, ça doit être la deuxième vidéo que je vois de lui. Très très paradoxal, ce monsieur. Effectivement, il dit l'humour c'est un peu touchy, j'aurais peut-être pas dû. Il fait un petit peu d'autocritique par rapport à ça, c'est bien. Par contre, le fond du discours est pas bien du tout. Le fond du discours, il est problématique, il est un peu dangereux. Je l'ai montré dans cette vidéo, j'ai essayé de le faire avec le plus de bienveillance possible, parce que j'ai cru comprendre. Alors moi je connais rien à rien au drama, sachez-le, je suis toujours en dehors de tous les dramas, je ne sais absolument rien à tout ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes dans ces milieux actuellement, et que voilà, entre autres Gontran avait parlé, et que c'était pas forcément facile pour lui. Donc mon but c'est pas du tout de le mettre sous terre, de le mettre sous l'eau, évidemment, simplement de travailler sur son discours. Il s'adresse à des personnes qui savent écouter un discours, puisque ça s'adresse à des gens qui s'intéressent à la pensée critique. J'espère que je vais les ramener sur la vidéo, et qui vont pouvoir m'entendre. Bref. Donc, en fait, oui, c'est bien de faire cette autocritique, c'est bien de reconnaître les violences faites aux femmes. Maintenant, il y a une étape supplémentaire, c'est de lire les féministes, et c'est de commencer à travailler justement sur ce type de pensées, qui sont des pensées qui, du coup, qui participent à ce que nous on appelle la domination masculine, quoi, hein, qui est une des façons dont le patriarcat se développe. Allez, on termine rapidement, parce qu'il est déjà 19h05 et j'ai un petit rendez-vous ce soir. Pour l'humour avec une telle vision de la société. En lisant ce livre, je me suis surpris à penser que j'aimerais bien revenir en arrière. Alors pas du tout pour replacer l'homme à la tête de la société, rassurez-vous les cons, mais pour retrouver ce naturel qui faisait les relations entre les hommes et les femmes. Je rêve de nouveau pour... Ah oui, alors il faut une date là. À quelle date en fait il y avait une relation naturelle entre les hommes et les femmes? À quelle date en fait il n'y a pas eu de domination masculine des hommes sur les femmes? Dans quel type de société? rire de tout et que chaque sexe puisse apporter à l'autre ce qu'il a de meilleur. Alors je suis loin d'avoir tout dit, mais cette vidéo est déjà assez longue et j'ai déjà pris assez de risques. Lisez ce livre dont le lien est dans la description. Oui, suivez le lien qui est dans la description, en effet, c'est une façon de soutenir ma chaîne, sérieux. Mais franchement, ce livre ne tourne pas en rond et il va vous étonner par sa diversité et sa clarté. Voilà, je ne voudrais pas terminer cette vidéo dans laquelle il n'y a pas de petites scénettes comme d'habitude, sans vous remercier. Oui, vous qui êtes abonné à ma chaîne. Et remerciements, voilà, c'est terminé. Bon. Voilà, j'espère que ce sera pas pris comme un clash, pas du tout l'objectif. Autant j'ai aucun problème à aller vraiment au front et à me moquer des masculins d'extrême droite, autant j'ai pas envie de rentrer dedans dans Gontran, évidemment. Ce serait contre-productif. Et en plus, comme il est capable de tenir un discours, de développer une pensée, bah, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse échanger, qu'on puisse parler, qu'il accepte de venir. Ce serait courageux de sa part, parce que venir en live avec 50 à 100 personnes en direct, qui seraient du coup complètement acquis à ma cause, on serait chez moi, en l'occurrence, ce serait courageux, mais j'y invite. J'y invite sincèrement, et si vous êtes d'accord, je vous inviterai vous aussi à nous rejoindre. Éventuellement, si jamais Gontran accepte mon invitation et me donne une date, ce que j'apprécierais, c'est que nous, on se contacte, et puis je vous donne des heures de passage, et à chaque fois, je vous fais intervenir sur des sujets très précis. Ce serait intéressant, comme ça vous pourriez lui expliquer. Et on ferait sujet par sujet. Voilà, sur cette vidéo-là, vous avez parlé de ça. Sur la vidéo, vous avez parlé de ça. Voilà le discours d'une féministe aujourd'hui. Et moi, je serais plutôt là pour modérer, pour vous laisser de la place à vous, les femmes féministes. Je ferai intervenir que des femmes si ça va aux hommes. Et puis voilà, voir s'il est prêt à entendre nos arguments et à changer. Je suis absolument certain que oui. J'en suis absolument convaincu. Je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo ici. Donc, salut à toutes les personnes sur YouTube. J'espère que tout allait bien pour vous, prenez soin de vous et à très vite.